Alors, bonsoir. On entame cette deuxième partie du congrès. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement l'Association des pneumologues privés de Marrakech et de la région de Marrakech pour cette invitation. Je les félicite pour la réussite de ce congrès et aussi pour le choix des thèmes, qui sont des thèmes très, très intéressants. Et sans trop tarder, je vais appeler le professeur David Montagny. Professeur David Montagny est du centre de référence de l'hypertension artérielle pulmonaire au niveau du hôpital Kremlin-Bicêtre. Il est l'auteur de plusieurs articles concernant l'hypertension pulmonaire et aussi donc le coordinateur de plusieurs travaux de recherche concernant l'hypertension pulmonaire. Donc, à vous la parole, professeur David Montagny. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux et fier d'être parmi vous. Alors, on ne va pas commencer par la présentation qui est affichée là, parce qu'on m'a demandé de commencer plutôt par l'autre. Donc, si on peut démarrer celle qui doit s'appeler recommandation de définition. C'est plus logique, effectivement, donc je suis assez d'accord, je voyais bien ça aussi dans ce sens-là. Donc, juste le temps de la démarrer. Donc en fait, ce qui est important, le temps que ça démarre, c'est de savoir que de nouvelles recommandations ont été publiées en septembre sur l'hypertension pulmonaire. Voilà, parfait. Sur l'hypertension pulmonaire, qui a mis en commun tout ce qu'on fait depuis des années avec les cardiologues et les pneumologues, les sociétés européennes de pneumologie et de cardiologie. Donc il n'y a pas beaucoup de pathologies où les pneumologues et les cardiologues collaborent autant que celle-ci. Et donc c'est arrivé à des recommandations. Mes conflits d'intérêts, simplement avec les laboratoires qui travaillent dans l'hypertension pulmonaire, j'ai des liens d'intérêt avec tous ces laboratoires. Voilà ces recommandations qui ont été publiées sous ce titre, ESC-ERS Guidelines, qui remettent un petit peu la définition, la classification de l'hypertension pulmonaire. Donc en termes de définition, ce qui est important, c'est quand même de repartir de ce qui est la circulation pulmonaire normale. La circulation pulmonaire normale, ce qu'elle a de particulier, les artères pulmonaires, c'est qu'elles sont à basse pression, c'est un régime à basse pression, distensible, recrutable. Et la pression artérielle pulmonaire dans la circulation pulmonaire normale, c'est de l'ordre de 14 mm de mercure. Ce que vous voyez marqué PAPO, c'est la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. En gros, c'est la pression capillaire pulmonaire. La pression dans les capillaires pulmonaires normales, c'est 8 mm de mercure. Et à partir de ça, on peut calculer les résistances vasculaires pulmonaires, qui sont la PAP moyenne moins la PAPO divisée par le débit cardiaque. Et c'est de l'ordre de 1 unité ou 2. Ça, c'est la circulation pulmonaire normale. En fait, elle est extrêmement constante parce que si on regarde des hommes, des femmes, quel que soit l'âge, bien que ce ne soit pas une mesure ou une valeur qui soit vraiment régulée, c'est extrêmement stable. Et même si on est une souris ou un éléphant, c'est à peu près les mêmes valeurs qu'on a dans nos artères pulmonaires. Et puis, si on regarde un peu l'historique des définitions de l'hypertension pulmonaire, vous avez sûrement dû entendre ou voir qu'on disait que l'hypertension pulmonaire, c'était défini comme avoir une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Mais ça, c'est des choses qui datent de 1973 et qui ont été à chaque fois reportées, gardées comme le seuil. Si on regarde par rapport à ce que je vous ai dit de la pression artérielle pulmonaire normale, c'est plutôt 3 dérivations standards, donc on est assez loin de la normale. Et ce seuil, il avait une logique, c'est qu'à l'époque, c'était dans les années 70, c'était le moment où il y avait l'épidémie d'HTAP associée aux anorectigènes. Et l'objectif des médecins qui avaient mis ces définitions, c'est de se dire il faut qu'on identifie ces malades qui ont une hypertension artérielle pulmonaire grave associée aux anorectigènes parmi l'ensemble des hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires qui sont généralement plus modérées. Et c'est pour ça que le seuil avait été mis assez haut. Alors en fait, ça s'est fait sur un coin de table. Hein. Ça reposait sur rien de plus qu'un dîner un peu arrosé à la fin du premier congrès mondial. Depuis, il y a quand même des données pour nous dire que dès qu'on est au-dessus de 20, on est assez dans une situation déjà pathologique. Et puis, si on se met à 2 dérivations standards de 1 normal, ce qui est utilisé habituellement dans les normes biologiques, eh ben on tombe aussi sur 20 mm de mercure. Donc, progressivement, les recommandations ont changé par rapport aux dernières recommandations. Ce qui change dans ces recommandations, c'est qu'on a baissé le seuil pour définir une hypertension pulmonaire, qui est la pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure, strictement supérieure à 20 mm de mercure. Alors ça pose un problème parce que cette définition, qui est la définition d'une maladie,
d'une maladie ou d'un syndrome, il passe par faire un geste invasif. Parce que ce chiffre-là de PAP moyenne, on ne l'a pas à l'échographie, en tout cas on ne l'a pas de manière fiable et vraiment pas fiable. Et donc en fait, pour confirmer le diagnostic, si on veut être dans les règles de l'art, pour confirmer le diagnostic, il faut un examen invasif comme le cathétérisme cardiaque droit. Alors, si on a compris un petit peu le mécanisme, enfin en tout cas les règles de thermodilution et les formules qui en découlent, les résistances vasculaires pulmonaires, les résistances des vaisseaux, comme je vous ai dit, c'est la PAP moyenne moins la PAPO divisé par le débit cardiaque. Donc on peut comprendre de ça pour quelles raisons la PAP moyenne peut être augmentée. En fait, il y a 3 situations où la PAP moyenne peut être augmentée. Tout simplement, si on monte son débit, vous êtes enceinte, vous avez une hyperthyroïdie, vous avez de la fièvre, vous êtes anémique. Ça suffit à monter la pression dans les artères pulmonaires simplement parce que vous avez monté votre débit. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est simplement un effet hémodynamique lié à l'augmentation du débit. Et ça, c'est des pièges pour les cardiologues qui vont vous dire la pression artérielle pulmonaire est élevée, mais en fait, c'est simplement le reflet du débit qui peut être source d'erreurs mesurées en échographie. Autre cause, et vous avez vu l'image circuler, et comment on va aller mesurer la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, c'est-à-dire on monte un petit cathéter dans l'artère pulmonaire, on gonfle un ballonnet, on va arrêter le sang et cette pression artérielle pulmonaire d'occlusion, c'est un reflet de la pression dans les capillaires pulmonaires. Et donc, c'est très important parce que quand on a une insuffisance cardiaque gauche, cette pression dans les capillaires pulmonaires, elle augmente. Et donc, cette mesure de la PAPO pendant le cathé, elle va nous dire si c'est une cause liée au cœur gauche ou si c'est autre chose. Et donc, simplement parce qu'on est en œdème pulmonaire, par exemple, on peut avoir une PAP moyenne qui augmente, simplement par cette augmentation des pressions capillaires. Et puis la dernière chose, qui est une situation les plus rares, quand on peut avoir une augmentation de la pression artérielle pulmonaire moyenne parce que les résistances vasculaires augmentent. Et ça, c'est typiquement la maladie vasculaire pulmonaire. Donc au final, avec 3 mesures hémodynamiques que sont la pression artérielle pulmonaire moyenne, la PAPO, donc un reflet de la pression capillaire pulmonaire, et les résistances, on peut classer toutes les causes d'hypertension pulmonaire. En fait, l'hypertension pulmonaire, elle peut être précapillaire, ça veut dire que ce n'est pas le cœur gauche qui est malade. Quand vous avez une PAP moyenne supérieure à 20, une pression dans les capillaires pulmonaires normale, c'est-à-dire inférieure ou égale à 15, et quand les résistances vasculaires sont augmentées à 2 unités Wood. Et puis, vous pouvez avoir une hypertension pulmonaire post-capillaire isolée, on dit, c'est juste lié, comme je vous ai dit, quand le cœur gauche ne monte pas, les pressions dans les capillaires montent, et ça suffit à faire monter la pression artérielle pulmonaire moyenne. La PAPO est supérieure à 15, les résistances sont normales. Et donc ça, c'est une cause, c'est l'hypertension pulmonaire post-capillaire, ça veut dire que c'est le cœur gauche qui est malade. Et bien sûr, on peut un peu combiner les deux quand on s'amuse. On sait qu'au bout d'un moment, quand on a une insuffisance cardiaque chronique, les résistances peuvent augmenter. Des fois, les malades meurent d'un tableau plutôt d'insuffisance cardiaque droite, parce que d'avoir une hyperpression chronique dans les artères pulmonaires finit par entraîner du remodelage. Et c'est ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire combinée, pré- et post-capillaire. Alors, ces recommandations, elles reprennent ce qui a déjà été fait et ce qu'on suit depuis maintenant une trentaine d'années, c'est cette classification clinique des hypertensions pulmonaires. Elle est intéressante parce qu'elle est clinique, c'est-à-dire que si on arrive à mettre le malade dans un bon groupe, en gros, on sait à peu près comment le prendre en charge. Donc, c'est une classification qui est quand même assez pratique. Elle est toujours, pour l'instant, divisée en 5 parties, en 5 groupes. Là, vous voyez la figure qui est présentée dans les guidelines avec la prévalence et puis la prise en charge qui est différente pour chacune des groupes. Donc, si on va dans le détail, dans le groupe 1, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, qui n'est que la forme rare d'hypertension pulmonaire. HTAP, ce n'est pas synonyme d'hypertension pulmonaire. HTAP, c'est la forme rare de l'hypertension pulmonaire. Et cette forme rare, elle est caractérisée par un remodelage complet des vaisseaux pulmonaires qui vont s'obstruer, des tout petits vaisseaux pulmonaires de moins de 50 microns qui vont s'obstruer progressivement et aboutir à l'insuffisance cardiaque droite. Et les patients vont mourir d'insuffisance cardiaque droite. C'est une forme rare, comme c'est marqué en dessous là, de prévalence. C'est vraiment une maladie rare, l'hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est là où on donne des traitements qui vont cibler les vaisseaux pulmonaires. Les traitements de l'HTAP, c'est que pour ces malades-là, en pratique. Le groupe 2, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux maladies cardiaques. Donc là, c'est post-capillaire, comme je vous ai dit. La pression capillaire, elle est augmentée. C'est toutes les causes d'insuffisance cardiaque peuvent donner ça. Et vous voyez que c'est very common, c'est très fréquent. C'est probablement la cause numéro 1 d'hypertension pulmonaire. Et puis c'est une cause de mortalité qui n'arrête pas d'augmenter aux États-Unis parce que ça touche principalement les patients qui ont une insuffisance cardiaque gauche à fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire quand on est obèse, hypertendu, diabétique. Et donc c'est des maladies qui ne cessent d'augmenter dans la population générale.
Malheureusement, il n'y a pas de traitement sur le traitement de la cause. Et pour l'insuffisance cardiaque gauche à fraction d'éjection préservée, même s'il y a des avancées, on est encore un peu limité. Le groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires. Je reviendrai sur la prochaine présentation, donc je vais aller vite. Plusieurs mécanismes, vasoconstriction hypoxique, raréfaction du lit vasculaire pulmonaire et pour quelques malades, du remodelage en plus des artères pulmonaires. C'est fréquent aussi, un peu moins fréquent que l'insuffisance cardiaque, mais très fréquent. Groupe 4, j'ai une hypertension pulmonaire liée à une obstruction des artères pulmonaires. Et c'est quoi? C'est principalement l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. C'est des caillots de manière chronique qui sont dans les artères pulmonaires. C'est plus des caillots frais. Il faut les traiter par anticoagulants, mais les anticoagulants vont avoir aucun effet. C'est du caillot qui est organisé. Et là, maintenant, on a plusieurs armes à notre disposition, des traitements médicaux, mais surtout de la chirurgie pour les formes proximales, une grosse chirurgie sous circulation extracorporelle, et puis de l'angioplastie. Et ça s'est développé dans les 5-10 dernières années, surtout dans les 5 dernières années. Et maintenant, 80% des malades qui nous sont adressés dans mon centre pour une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique normalisent leur hypertension pulmonaire à la suite de ces traitements qu'on associe les uns avec les autres. Et puis, groupe 5, comme dans toutes les classifications, on met un groupe où on ne sait pas, on ne comprend rien. Donc, c'est le groupe des on ne comprend rien. En tout cas, c'est multifactoriel. Ce n'est pas toujours qu'on ne comprend rien, c'est surtout que d'habitude, il n'y a pas qu'un seul mécanisme. Typiquement, il y a la sarcoïdose. La sarcoïdose, il y a des atteintes, il y a des vascularites artérielles pulmonaires, il y a des compressions par des adénopathies, il peut y avoir de la fibrose, il peut y avoir une hypertension du foie, il peut y avoir une cardiopathie gauche. Donc, c'est multifactoriel. Là, on a mis tout ce qu'on ne comprenait pas bien à ce jour. Alors, les étiologies des hypertensions pulmonaires, si on veut aller simplement, il y a l'hypertension pulmonaire idiopathique quand on ne connaît pas la cause. Héritable, c'est des formes génétiques. Maintenant, on a une vingtaine de gènes qui sont liés qui expliquent ça, principalement à transmission autosomique dominante. Des médicaments, et dans ces guidelines, il y a une liste des médicaments qu'il faut rechercher systématiquement, clairement associés ou possiblement associés. Principalement les coupes-fins, mais ça c'est un peu fini cette histoire, mais d'autres traitements, notamment des chimiothérapies. Et puis toutes les pathologies qui sont associées à l'HTAP, c'est-à-dire connectivite, et c'est principalement la sclérodermie, et avec la fibrose pulmonaire, c'est une des causes maintenant principales de mortalité des patients sclérodermiques. Le virus VIH, on n'en voit quasiment plus, pas d'infection VIH, mais d'HTAP associé au VIH, probablement parce que le contrôle du VIH diminue le risque d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire. L'hypertension portale, qui en France est principalement d'origine éthylique, les cardiopathies congénitales et la bilharziose qui touche, c'est principalement Manzoni, principalement décrit en Amérique du Sud, avec probablement c'est quand même des hypertensions portales. Des formes plus rares où ça touche plutôt les veines que les artères, ça s'appelle la maladie véno-occlusive pulmonaire et ça peut être génétique et c'est des malades qui, au lieu d'avoir qu'une obstruction des artères, ils ont les veines et les capillaires qui sont touchés et qui vont avoir des tableaux extrêmement sévères, très hypoxémiques, des DLCO très basses et qui ont un pronostic catastrophique et qui ne répondent pas au traitement de l'HTAP. Donc en termes de prise en charge, qu'est-ce que nous disent ces recommandations? Tout d'abord, des mesures générales. Il faut leur proposer de faire de l'exercice, mais de manière modérée quand l'hypertension pulmonaire est contrôlée. Un support psychologique, la vaccination, les diurétiques lorsqu'ils sont en insuffisance cardiaque, l'oxygénothérapie lorsqu'ils sont hypoxémiques. Corriger, comme dans l'insuffisance cardiaque gauche, les carences martiales parce qu'on sait que ça a un rôle sur la fonction myocardique. Et puis l'anticoagulation qui a été une pierre angulaire du traitement de l'HTAP pendant des années, on la laisse tomber un peu. C'est-à-dire que maintenant, les données de registre montrent que quand vous avez une HTAP, une sclérodermie, que vous l'anticoagulez, il meurt plus que si vous ne l'anticoagulez pas. Donc on n'anticoagule que ceux qui ont une bonne indication de l'aide. Si votre patient est en ACFA, logique de l'anticoaguler, mais on n'anticoagule pas, ou de moins en moins, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, même dans les formes idiopathiques. Point important. Il faut faire un test de vasoréactivité normalement lors du cathé lorsqu'on fait le diagnostic parce que là on va dépister on leur fait respirer soit du monoxyde d'azote soit avec un vasodilatateur en intraveineux. On va dépister des malades qui sont répondeurs en aigu, ils vont normaliser leur hémodynamique quasiment et ces malades-là, on peut les traiter par inhibiteur calcique à forte dose et ils ont une vie normale. Les femmes peuvent avoir des enfants, elles vont avoir une espérance de vie qui est normale. Par contre, je ne suis pas sûr que ces malades-là répondent au traitement de l'HTAP. Donc, si on passe à côté, malheureusement, le malade ne pourra pas bénéficier de ça, alors que c'est le traitement le plus efficace pour ces quelques malades. C'est moins de 10% des HTAP idiopathiques qui répondent en aigu au test de vasodilatation.
Après, pour tous les autres, quand le test est négatif, il faut faire le traitement. On utilise les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. On en a plein à notre disposition qui ont été développés ces dernières années. J'ai mis en rouge ceux qu'on avait en France à notre disposition, des antagonistes des récepteurs de l'endothéline en brisantant, bosantant, qui vont bloquer la surexpression de la voie de l'endothéline qui vasoconstricte et font proliférer les artères pulmonaires. Des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, vous savez, c'est les médicaments qu'on donne pour la dysfonction érectile, le sildenafil et le tadalafil. Dans la même voie, on peut donner des stimulateurs de la guanylate cyclase comme le riociguat. Et puis, on a des prostacyclines par voie IV, par voie sous-cutanée et des dérivés par voie orale maintenant. Et on a tout ça à notre disposition en France pour traiter ces malades. En fait, le type de médicament compte pas dans la stratégie. Le choix du médicament, c'est plutôt la classe du médicament qui va nous importer. En gros, dans ces recommandations, il y a une autre différence, c'est que maintenant, on dit regardez les comorbidités cardiopulmonaires et ça va orienter votre prise en charge. En gros, si vous n'avez pas de comorbidité cardiopulmonaire, on demande, alors c'est un peu les choses qui sont un peu compliquées, on demande d'évaluer le risque au départ sur cette table que j'ai remis ici, qui a des signes cliniques, la classe fonctionnelle YHA, est-ce que vous faites des syncopes, votre évaluation exercice, quel est le test de marche, si vous faites un test d'effort, la biologie, le NT-proBNP, l'échographie, l'IRM si elle est disponible, l'hémodynamique. Et on fait en fonction des critères qu'on a pu récupérer du malade. Et en gros, on leur donne 1, 2 ou 3 points. Puis on divise par le nombre de critères. Et puis on regarde où on se rapproche le plus. Est-ce qu'on est plus près de 1, 2, 3 ? Et en gros, est-ce qu'on est à faible risque, moins de 5% de mortalité dans l'année, risque intermédiaire ou fort risque de mortalité, plus de 20% dans l'année. Et c'est ça qui va conditionner un peu la prise en charge qu'on va demander aux malades. S'il n'y a pas de comorbidité et que vous êtes en faible risque ou en risque intermédiaire, on va demander d'associer systématiquement les traitements oraux, c'est-à-dire les traitements qui bloquent l'endothéline, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, associés à des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5. Donc ça, on associe les deux traitements d'emblée par voie orale. Si le malade a des critères, il est en rouge, il y a des warnings, il y a plus de 20% de mortalité, on demande d'associer une prostacycline et les plus efficaces sont par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Donc c'est des traitements extrêmement lourds et coûteux. On réévalue les patients régulièrement, c'est ce que nous dit les recommandations. Et ce qui change aussi, c'est qu'avant on disait qu'il fallait faire des KT répétés. Maintenant on dit qu'il faut les suivre, mais on n'a pas besoin forcément de les suivre avec des examens invasifs. Pour les suivre et voir si votre malade répond bien à votre stratégie thérapeutique, on a besoin en gros de 3 choses. Sa classe fonctionnelle NYHA, son test de marche de 6 minutes et un dosage de BNP ou NT-proBNP. Et avec ça, on va classer le malade. Cette fois, on a 4 classes. Faible risque, risque faible intermédiaire, risque intermédiaire élevé et risque élevé. Et en fonction de ça, là aussi, on va choisir notre stratégie. Soit on a commencé, le malade, il est en faible risque, tout va bien. On continue pareil. Il est en risque intermédiaire, on se pose d'augmenter les traitements. On propose d'augmenter les traitements, par exemple en rajoutant une prostacycline par voie orale. Si le malade est en risque intermédiaire élevé ou élevé d'emblée, alors qu'il a déjà sous traitement, là, il faut passer à la stratégie maximale qui est disponible, y compris des prostacyclines intraveineuses s'il y a besoin, et discuter le malade pour une transplantation si elle est éligible ou accessible. Pour les malades qui ont des comorbidités, la situation est un peu différente. Il y a un warning. Alors, qu'est-ce qu'on appelle comorbidité cardiopulmonaire dans ces recommandations ? C'est en gros les facteurs de risque d'insuffisance cardiaque gauche à fraction d'éjection préservée, parce qu'on sait que quand on donne des traitements de l'HTAP chez ces malades-là, ils ne répondent pas bien et des fois, ils font même des complications à type d'œdème pulmonaire. Donc, en particulier, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, la cardiopathie ischémique. On dit attention, warning. Deuxième warning, vous avez une maladie pulmonaire associée qui n'est pas au premier plan, c'est pas ça votre cause d'hypertension pulmonaire, mais vous avez une maladie pulmonaire associée, vous avez une DLCO basse. Tout ça, on sait que c'est des malades qui vont moins bien répondre au traitement, qui vont parfois pas bien les tolérer. Et dans ces cas-là, on propose plutôt de démarrer par une monothérapie par voie orale, soit par inhibiteur de phosphodiesterase de type 5, soit par antagoniste des récepteurs de l'endothéline. Et là encore, on réévalue au fur et à mesure les traitements pour voir si on est bon. Donc en conclusion, dans ces recommandations, la définition hémodynamique, elle a des qualités. Elle est consensuelle, elle est utilisée dans les essais thérapeutiques, elle est utilisée à travers le monde. Elle permet d'identifier le mécanisme et la sévérité de l'hypertension pulmonaire.
On a diminué les seuils diagnostiques, on peut imaginer qu'on va pouvoir dépister plus précocement la maladie. Malheureusement, elle a un gros inconvénient, c'est que c'est une définition qui est basée sur le fait qu'on va faire un geste invasif, qui n'est pas un geste anodin, qui est un cathétérisme cardiaque droit. La classification, pareil, elle a des intérêts, elle est clinique, donc si vous mettez le malade dans un groupe, vous savez comment le traiter. Elle oriente la prise en charge, donc ça c'est important, et c'est un outil de communication assez pratique lorsqu'on veut communiquer entre différentes équipes, de dire voilà, c'est une hypertension pulmonaire plutôt du groupe 3, tout le monde dans ce milieu sait de quoi on veut parler. Elle est adaptative parce qu'à chaque recommandation, elle évolue, on l'adapte avec les connaissances qu'on a acquises. Par contre, elle est complexe quand même, elle reste complexe quand même. Et puis, il y a un groupe 5 où on a mis des choses où on ne comprend pas. Donc, il y a encore du travail pour mieux démembrer cette classification. Pour la prise en charge, des points positifs aussi et des points d'alerte. C'est important, ces recommandations mettent en avant le fait qu'il faut bien faire un test de vasoréactivité, principalement chez les malades qui ont une HTAP idiopathique, irritable ou associée aux anorexigènes, parce qu'on peut détecter des malades qui sont répondeurs aux inhibiteurs calciques, et ça change tout si c'est le cas, parce que les inhibiteurs calciques, dans ce cas-là, changent la vie des malades et leur met un pronostic normal. C'est quelques malades, mais passer à côté, c'est probablement une perte de chance pour eux. Elle permet de bien comprendre qu'il faut évaluer le risque au départ pour choisir la stratégie. Puis il y a des tables, nous on coche dans ces tableaux, on ne l'apprend pas par cœur, on a la table et puis on coche quand on est face à un malade pour savoir où il est. On adapte maintenant en fonction des comorbidités cardiopulmonaires. Donc voilà, un malade qui a beaucoup de comorbidités cardiopulmonaires, on va être plus prudent dans l'utilisation des traitements. Elle insiste sur l'importance de réévaluer la stratégie, et donc avec des choses simples qui ne nécessitent pas forcément un cathétérisme cardiaque droit, mais juste avec la clinique, le test de marche et un biomarqueur, on est à peu près capable d'évaluer le risque du malade dans le suivi. Et par contre, elle a comme inconvénient de rester compliquée avec 3 strates au départ, puis 4 strates. Il faut avoir les papiers sous les yeux pour classer les malades, sinon ça ne se fait pas. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Montagny, pour cette présentation concise et claire. On s'était mis d'accord avec les modérateurs pour poser les questions, pour permettre les questions pour chaque intervention, si Dr Mohamed est d'accord, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, en attendant que les questions se préparent, j'aurais 2 petites questions, professeur Montagny. Par rapport à la survie, avec les médicaments qu'on a actuellement, je sais que dans les études, ils prennent des endpoints combinés, survie et autre chose. Est-ce qu'on peut avoir des résultats de survie par rapport au registre que vous avez, une amélioration de survie? Alors c'est un point important ce que vous avez souligné, c'est-à-dire que les médicaments sont acceptés maintenant principalement, avant sur le test de marche, maintenant sur des études de morbimortalité, mais quand on dit morbimortalité, pour une étude, à la fin, ça finit par morbidité, parce que c'est rare que ça soit la mortalité qui drive ça. Donc effectivement, ça diminue la morbidité, la mortalité. Les études de méta-analyse montrent que ces traitements diminuent la mortalité. Et actuellement, une HTAP, on va dire, du groupe 1, ou en tout cas une HTAP idiopathique, sa survie attendue dans un registre français, c'est 70% de survie à 5 ans. Merci beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quand même avec tous les traitements qui sont à notre disposition et dont on a en France, on a accès à tous ces traitements sans contrôle et on peut les associer assez facilement. On a quand même 30% des patients qui meurent dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Merci. Une autre question? J'ai une question. Oui, allez-y. Merci David. Je voulais juste revenir sur le test de marche. Alors, c'est à un moment où on discutait les 50 mètres, si je puis dire. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on prend la valeur absolue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais essayer si je peux revenir en arrière, peut-être, simplement sur cette table-là. En fait, on utilise la valeur absolue. J'ai toujours été frappé par le fait qu'on utilise la valeur absolue, parce que je trouve que c'est vraiment un problème, je pense, parce que effectivement, Teddy Riner, pour ceux qui le connaissent, ne marche pas la même chose que moi, et encore moins qu'une dame sclérodermique de 70 ans.
Donc simplement dans le chiffre montre la survie, simplement parce que Teddy Riner n'a pas la même survie qu'une patiente sclérodermique de 70 ans. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bonne théorique. Ça, c'est vraiment le problème. Et dès qu'on s'éloigne de la tranche, toutes les théoriques qui ont été faites, c'est pour des malades entre 30 et 60 ans. Et dès qu'on s'éloigne de ça, les calculs de théorique donnent des choses. Il faut marcher 900 mètres pour quelqu'un de 20 ans d'1m80. C'est-à-dire qu'il faut courir 900 mètres, ça fait 9 km/h. On ne peut pas marcher à 9 km/h. Donc ça enlève le problème des théoriques. Et donc effectivement, c'est des valeurs absolues. Et ce qu'on regarde, c'est là où on est arrivé. Et vous voyez que pour être dans le low risque, dans le faible risque, dans le suivi, l'objectif, c'est que les malades marchent plus de 440 mètres. Mais là aussi, par définition, je pense qu'il y a des malades qui ne peuvent jamais y arriver, parce que si vous avez 75 ans et que vous avez une sclérodermie, il est probable que même si vous n'aviez pas d'HTAP, vous auriez du mal à marcher plus de 440 mètres. Donc les objectifs de low risque, ils sont bien, hein, on pousse de traiter jusqu'à ça, mais il faut bien sûr les mettre en perspective avec votre malade, et que la patiente sclérodermique de 70 ans, si elle marche 350 mètres et qu'elle a tout le reste dans le vert, on va dire qu'on est arrivé à l'objectif qu'on souhaitait. Donc effectivement, c'est à pondérer avec l'histoire du malade. Par contre, si c'est une jeune femme qui est de 20 ans, qui marche 430 mètres, c'est quand même pas ce qu'on s'attend, donc c'est qu'on peut probablement faire mieux. Oui, Madame Marc. Merci. Alors, c'est concernant la nouvelle définition avec le seuil qui a baissé. Les médicaments ont été approuvés avec des pressions, je crois, supérieures à 25 mm de mercure. Et depuis la nouvelle baisse de pression, sur ce nouveau guidelines, on a également une baisse de la taille des PVR à partir de 2. Est-ce qu'on se projette vers un diagnostic plus précoce de plus de malades? À partir de quelle date on va réévaluer ces patients pour les inclure, puisque nous avons réalisé des KT chez des patients qui étaient à 20-24 mais qui avaient des RVP moins de 3. Ces patients, ils répondent parfaitement à la définition actuelle. Dans quel délai vous pensez qu'on peut les réévaluer sur ces critères de non-invasivité uniquement sur le low risque? Et est-ce qu'on se projette pour le nouveau médicament et le seuil pour le traitement? Merci. Merci, c'est une excellente remarque et question. Même, je dirais que les traitements, ils ont les critères d'inclusion pour être dans un essai, généralement, c'est d'avoir même plus de 5 unités Wood de résistance. Donc, vous voyez que là, on prend des malades dans la définition, finalement, qu'on n'a jamais testé dans les essais thérapeutiques. Jamais. Donc il y a quand même un warning dans les recommandations en disant oui, on baisse le seuil. Ça veut dire que pourquoi on baisse le seuil? Parce qu'on sait qu'avoir entre 20 et 24 et avoir entre 2 et 3 unités Wood, c'est associé à une surmortalité, à un risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire. Et donc ça veut dire quelque chose. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on a prouvé que les médicaments marchaient à ce stade. Donc les recommandations disent qu'il faut faire des études dédiées à ces malades-là pour savoir comment faire au mieux. Et puis, ça dépend surtout aussi de la circonstance. Imaginons, vous avez un malade qui a fait 2 embolies pulmonaires, qui a une maladie thromboembolique chronique, vous avez 22 de PAP moyenne, elle a 40 ans, vous avez 22 de PAP moyenne et vous avez 2,5 de résistance, vous avez des caillots à l'angioscanner. Vous savez qu'elle est malade, c'est une maladie. Et quel est l'intérêt d'attendre qu'elle ait 3, en fait, parce qu'on sait qu'elle est là, la maladie. Le plus compliqué, c'est pour les maladies respiratoires, les maladies cardiaques. En baissant ce seuil-là, on risque d'être pollué de choses. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une sclérodermie qui a 21 de moyenne, 14 de PAPO et 2,1 de résistance? Est-ce que vraiment, si elle a 75 ans, dans les 10 ans qui viennent, elle va développer une HTAP? Est-ce qu'il faut la traiter? Bon, voilà, tout ça, c'est en gros les recommandations. Ça ne veut pas dire que c'est recommandations qu'il faut les traiter, mais je suis d'accord que du moment où on a dit que la maladie c'était ça, on a fait le résumé qu'il fallait les traiter, et à mon avis, ils vont être traités avant d'être dans des registres et avant d'être étudiés. Donc peut-être que de manière a posteriori, on aura peut-être des infos. Docteur Elemi. S'il vous plaît, M. Montagnier, pour nos malades BPCO, quand ils ne sont pas encore au stade de CPC, ils peuvent avoir une PAP normale à l'échographie thoracique, cardiaque, je veux dire. Est-ce que c'est indiqué quand même de leur faire un cathé droit pour évaluer cette HTP? D'autant plus que s'ils sont, on va dire, hypoxiques entre 60 et 65, si on rajoute une PAP élevée, l'oxygène-thérapie est indiquée. Et s'ils n'ont pas de PAP élevée, il n'y a pas vraiment d'indication à l'oxygène-thérapie. Merci.
On va dire que c'est moi qui ai fait poser cette question-là, parce que c'est la transition pour la présentation d'après, en fait, sur l'hypertension pulmonaire de la BPCO. Donc, je vais essayer d'y répondre dans la prochaine présentation. Effectivement, on ne fait pas des cathétérismes, enfin, il ne faut surtout pas faire des cathétérismes cardiaques à tous les BPCO, parce que c'est banal d'avoir une hypertension pulmonaire dans une maladie respiratoire évoluée. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la prochaine. Merci beaucoup. Petite question par rapport à la PAP de l'exercice lié. Est-ce que vous avez des données concernant le traitement de ces patients? Oui, alors il n'y a peut-être plus ma diapo d'afficher. Peut-être on peut rafficher celle que j'ai là. Voilà. On va dire qu'on n'a pas simplifié les choses non plus. Hein. J'ai essayé de faire comme si on avait bien travaillé, mais en essayant d'être simple. Mais l'hypertension pulmonaire à l'exercice, personne ne sait ce que c'est. On ne sait pas si c'est prédictif d'avoir une hypertension pulmonaire dans la suite. On ne sait pas si c'est une pathologie en soi. Enfin, même, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une pathologie en soi, c'est un état hémodynamique. On a une hypertension pulmonaire à l'exercice alors qu'on n'en a pas au repos. La définition qui est probablement la plus physiologique, c'est d'avoir une pente de la PAP moyenne sur le débit cardiaque supérieure à 3 mm, enfin à 3 unités Wood. Mais bon, voilà, je crois qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est pas facile de faire des cathés à l'exercice. Il y a plein de sources d'erreurs. Mesurer la PAPO que le malade est en train de pédaler à 120 watts, je l'ai fait plein de fois. En fait, c'est quand même, voilà, ça c'est pour nous amuser, mais je pense que ça ne veut pas dire quelque chose en particulier. Peut-être que c'est un état pré-pathologique, mais pour l'instant, c'est pas clair. Merci beaucoup. Je pense, je donne la parole au professeur Khatouri pour présenter Madame Marc. Merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, je tiens à remercier... Alors, je crois que j'enchaîne. Ce qu'on avait dit, c'est que j'enchaînais peut-être sur la BPCO, sur la deuxième présentation. Vous voulez enchaîner? Oui, mais d'accord. Donc, on s'était mis, voilà. Donc je remercie. Sauf si je vous ai épuisé. Vous voulez vous reposer un peu ou vous enchaînez? Non, moi je suis pas fatigué, moi. Ah, donc vous êtes là, d'accord. Parce qu'on m'a mis du café, donc le temps de prendre le café, j'arrive. Donc la deuxième présentation, dans ces cas-là. Donc la deuxième présentation, c'est l'HTAP associé à la bronchopneumopathie chronique obstructive, voilà, épidémiologie, diagnostic et on allait prise en répondre charge. directement à la question. Très bien. Alors, finalement, là, je vous ai parlé d'HTAP, c'était quand même quelque chose d'un peu la maladie rare, mais finalement, une situation qui est beaucoup plus fréquente, c'est l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires. Après, on vous parlera des hypertensions pulmonaires associées aux pneumopathies interstitielles diffuses, mais l'hypertension pulmonaire associée à la BPCO, c'est finalement une situation assez fréquente et probablement une des plus fréquentes avec l'insuffisance cardiaque gauche. Les conflits d'intérêts, ils n'ont pas changé entre la première et la deuxième présentation. Cette diapo, vous la connaissez. Maintenant que vous connaissez bien la classification, voilà, ça apparaît dans le groupe 3 des hypertensions pulmonaires, des maladies respiratoires qui sont appelées maladies obstructives. Vous voyez qu'il y a marqué ou emphysème. Ça, c'est des points auxquels on avait un peu insisté, c'est qu'on peut avoir un emphysème sans trouble ventilatoire obstructif et avec une hypertension pulmonaire. Donc avant, c'était marqué juste trouble ventilatoire obstructif. Donc on peut avoir un emphysème sans BPCO au sens GOLD et avoir une hypertension pulmonaire. Alors, comment on fait le dépistage de ces malades-là? Le dépistage, il repose sur l'échographie cardiaque, mais là, il y a une grosse difficulté de ce dépistage. C'est que généralement, le chiffre que va vous donner le cardiologue, si c'est comme chez moi, c'est qu'il va vous dire, vous allez appeler tous les jours, j'ai un appel pour me dire, j'ai une patiente de 65 ans qui a des antécédents respiratoires, tout ça, elle a une PAPS à 50. Ma seule réponse, c'est je ne sais pas interpréter ce chiffre. Je ne sais pas l'interpréter. Je ne peux pas dire. Vraiment, ça serait de la mauvaise foi de dire que je suis capable de répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'une PAPS supérieure à 60 ? Toutes les données montrent que c'est un chiffre qui n'est absolument pas reproductible et qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on mesure du point de vue hémodynamique. Pourquoi ? Parce que la PAPS, c'est, pour ceux qui font un peu d'écho, qui ont déjà vu, c'est 4 fois la vitesse d'insuffisance tricuspide au carré, ça, le flux d'insuffisance tricuspide. Ça, c'est une mesure assez fiable lorsqu'on a une belle enveloppe. Alors, bien sûr, nos malades BPCO, ils ne sont pas faciles à faire des échos, puisqu'ils sont distendus, tout ça. Mais ça, c'est une mesure assez fiable auquel on rajoute un paramètre au hasard. C'est-à-dire la pression de l'oreillette droite, c'est quasiment du hasard. Toutes les essais montrent que ce n'est pas du tout corrélé ce que le cardiologue va vous donner par rapport à ce que le malade va avoir au KT. Et donc on rajoute de 0, 5, 10, 15 ou 20 mm de mercure. Donc celui qu'on m'a appelé pour me dire elle a 50 de PAP moyenne, ça se trouve elle a 30 ou ça se trouve elle a 70.
de PAP systolique, pardon. Ça se trouve, elle a 30 ou elle a 70, parce que ce paramètre est faux. Et voilà, ça, c'est des données de chez nous, par exemple, qui avaient été publiées dans le New England sur du dépistage par des cardiologues hyper spécialisés de l'HTAP. Vous voyez, en ordonnée, c'est la mesure de la PAP systolique au KT, et puis là, en écho. Donc, c'est du dépistage de malades qui ont une drépanocytose. Bon, la cause ne compte pas trop. Vous voyez, tous ces 3 points rouges, là, ces malades, ils ont entre 40 et 50 de PAP systolique. Et le cardiologue spécialisé de l'HTAP nous a répondu 28, 50, 80. Donc, effectivement, quand j'ai l'appel, je ne sais pas répondre à cette question. Donc, ce qui est important, c'est que le paramètre de dépistage, c'est normalement la mesure de la vitesse d'insuffisance tricuspide. Et ça, vous l'avez parce que le cardiologue ne peut pas vous avoir donné la PAP systolique sans avoir mesuré la vitesse d'insuffisance tricuspide. C'est ça qui fait le calcul, je vous l'ai montré. Hein. Et c'est ça que vous devez avoir pour le dépistage. Donc, la réponse à l'appel que j'ai, la première réponse que je demande, elle dit oui, mais c'est bon. Bien sûr, les signes cliniques, est-ce que ça colle et tout, bien sûr, mais pour l'échographie, quelle est la mesure de la vitesse d'insuffisance tricuspide? Une fois sur deux, quand ce n'est pas le cardiologue qui m'appelle et que c'est juste une transmission d'informations, la discussion s'arrête là jusqu'à temps qu'on me rappelle avec les chiffres, parce que je ne peux pas répondre. La vitesse d'insuffisance tricuspide, en gros, quand elle est inférieure à 2,8 mètres par seconde, c'est très improbable d'avoir une hypertension pulmonaire. Très, très improbable. Lorsque vous avez plus de 3,4 mètres par seconde, vous êtes quasiment sûr que le malade va avoir une hypertension pulmonaire. Et si vous êtes entre 2,9 et 3,4, bah là, vous devez demander autre chose. Et à l'écho, il a tout, le cardiologue. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que le ventricule droit il est hypertrophié? Est-ce qu'il est dilaté? Est-ce que l'oreillette droite est dilatée? Est-ce qu'il y a un septum paradoxal? Comment est la fonction ventriculaire droite? Comment est le TAPSI? Et là, je peux prendre ma décision. On ne peut pas avoir une hypertension pulmonaire avec un malade qui a un ventricule droit qui est normal. Le ventricule droit, c'est une feuille de papier à cigarette. Si vous avez, dès que vous montez les pressions dans l'artère pulmonaire, il va se dilater, ce ventricule droit. Et puis avec le temps, il va s'hypertrophier. Et l'oreillette droite va se dilater. Donc si on vous répond, il n'y a que l'oreillette gauche de dilater et il y a une cardiomyopathie hypertrophique, vous savez que c'est post-capillaire l'hypertension pulmonaire, vous avez la réponse. Donc il vous faut la vitesse d'insuffisance tricuspide et si on n'est pas dans des choses évidentes, tous ces paramètres-là, et ça va vous aider à prendre la décision. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous disent d'autres les recommandations? C'est que la première chose devant une hypertension pulmonaire, ça redit les deux principales causes, c'est l'insuffisance cardiaque gauche et les maladies respiratoires. Donc, à chaque fois qu'on nous adresse un malade pour une hypertension pulmonaire, avant de se précipiter sur un KT, les deux premières choses qu'on doit faire, c'est d'éliminer s'il n'y a pas une cardiopathie gauche et deuxièmement, d'éliminer une maladie respiratoire. Et donc, ça repose sur le scanner, les épreuves fonctionnelles respiratoires, les gaz du sang et l'épreuve d'effort si possible. Ou si besoin. D'accord ? Et à partir de ça, on va déjà s'apercevoir si on est devant une maladie respiratoire ou cardiaque. Alors, l'hypertension pulmonaire dans la BPCO, ce n'est pas une situation spécialement rare, mais l'hypertension pulmonaire sévère de la BPCO, ça c'est une situation rare. Ça c'est un papier publié par Hari Chawat en 2005 de Nancy, l'équipe de Nancy. Je pense qu'on ne va pas le refaire de nouveau, ce papier. 1000 malades BPCO, quelle que soit leur gravité, qui ont eu un cathétérisme cardiaque droit. Donc ça nous apporte des informations incroyables, hein, parce que faire des cathés à 1000 patients qui sont venus pour une BPCO, quelle que soit leur gravité, ça donne des informations. Si on va tout au bout de la chaîne et qu'on regarde, alors à l'époque, c'était pas la même définition de l'hypertension pulmonaire sévère, mais je passe dessus, c'est pas très différent. Vous voyez qu'il y a 27 patients qui avaient une pression artérielle pulmonaire à plus de 40 et 11 simplement qui avaient comme seule explication la BPCO. Et donc ça représente 1% de toutes les BPCO qui avaient une hypertension pulmonaire sévère. 1% de toutes les BPCO. Et si on reprend un peu la représentation, ça c'est un autre travail fait par l'équipe de Bichat sur des BPCO sévères au stade de transplantation. Voilà la répartition des courbes de PAP moyenne. Vous voyez qu'avoir entre 25 et 30, c'est pas une chose extrêmement rare. Enfin, 25 et 35, c'est pas du tout rare. Alors si on met la barre à 20, si ça marche, voilà. Si on met la barre à 20, ça rajoute plein de malades. Au stade de transplantation, plus de la moitié des malades ont une hypertension pulmonaire. C'est banal. C'est l'évolution naturelle de la maladie. Par contre, avoir une hypertension pulmonaire sévère, plus de 35, on va voir que c'est plus du tout la définition qu'on utilise, mais à l'époque, c'était ce qu'on utilisait, c'est quand même une situation rare.
Un point simplement d'alerte, le syndrome emphysème, fibrose, je ne sais pas si c'est un vrai syndrome en soi, mais en tout cas l'association d'emphysème et de fibrose, ça c'est associé très fréquemment à une hypertension pulmonaire et on dit que plus de 50% de ces malades-là ont une hypertension pulmonaire et on dit qu'elle est le plus souvent sévère. Donc ça c'est une forme un peu particulière parce que probablement on associe la destruction liée à la fibrose plus l'emphysème chez ces malades-là. En pratique, l'hypertension pulmonaire dans la BPCO, c'est quoi? C'est de la vasoconstriction hypoxique et de la raréfaction du lit vasculaire pulmonaire. C'est une adaptation normale quand vous n'avez plus de vaisseau. C'est comme un ruisseau ou un fleuve et vous bouchez tous ces affluents. Bah, le niveau il monte dans le vaisseau, dans le ruisseau principal, dans le fleuve principal. L'autre mécanisme, c'est que quand vous êtes en hypoxie, bah, vous avez une vasoconstriction hypoxique. Ça, c'est banal en fait. Et en fait, si on regarde, la plupart des malades se situent sur une courbe comme ça. Soit ils n'ont pas du tout d'atteinte vasculaire, soit ils ont une atteinte vasculaire qui est proportionnelle. Ça, c'est la maladie vasculaire. En gros, on pourrait dire la pression artérielle pulmonaire. Et ça, c'est l'importance de l'atteinte respiratoire. Plus l'atteinte respiratoire est importante, plus la pression monte, mais en restant modérée. Si on mettait des HTAP, elle serait là. Pas d'atteinte respiratoire et très haut. Et il y a des malades avec la BPCO et avec les autres maladies respiratoires, ils sont là. Ils sont en dehors de ça, c'est des outliners, c'est des malades qui ne se comportent pas comme les autres. Ils ont une maladie respiratoire pas très sévère, mais eux, ils ont une hypertension pulmonaire très sévère. Alors, c'est quoi ces malades-là? C'est des malades qui ont une hypertension pulmonaire disproportionnée, même si le terme n'existe pas dans les recommandations, parce qu'ils ont sûrement une dysfonction endothéliale qui est anormale, parce qu'ils ont des facteurs de croissance plus que les autres, parce qu'il y a de l'inflammation, parce qu'il y a de l'auto-immunité. Tout ça aboutit au remodelage vasculaire pulmonaire. Et ces malades vont progressivement remodeler leur vaisseau pulmonaire et c'est eux qui vont avoir une hypertension pulmonaire sévère. Si on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les vaisseaux de ces malades-là, là c'est aussi un travail de Bichat sur des malades qui ont été transplantés avec pas d'hypertension pulmonaire, des hypertensions pulmonaires légères ou des hypertensions pulmonaires sévères et qu'on regarde la muscularisation des vaisseaux ou le nombre de capillaires qu'il y a. Ce qu'on s'aperçoit tout simplement, c'est que ceux qui ont une hypertension pulmonaire sévère, ça confirme ce que je vous dis, ils ont une muscularisation, un remodelage des vaisseaux artériels pulmonaires qui est important, ils ont encore plus de pertes de capillaires que les autres. C'est pour ça qu'ils ont des formes sévères. Alors, on a triché un peu parce que vu qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur ce que c'était disproportionné, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend à telle fonction respiratoire de pression artérielle pulmonaire, on a un peu simplifié, on a mis un peu sous le tapis, puis on a dit on va appeler ça hypertension pulmonaire sévère, et puis quand c'est sévère, c'est que ça ne doit pas l'être. Il n'y a pas de raison dans une maladie respiratoire que ça soit sévère. Néanmoins, ça a quand même des limites parce qu'avoir, 35 de PAP moyenne quand on a 20% de VEMS ou un emphysème extrêmement sévère et avoir ça alors qu'on a 60% de VEMS, c'est peut-être pas la même chose quand même. Mais on ne tient plus compte de la fonction respiratoire. On dit il y a une maladie respiratoire et on va définir sévère, c'est que c'est pas normal. Alors, on a beaucoup bougé dans nos recommandations de ce que c'était, pas d'hypertension pulmonaire, l'HTAP de la BPCO, l'HTP sévère. Il y a peut-être des choses que vous voyez là que vous reconnaissez, mais je vais vous dire où on en est actuellement. Actuellement, ce qu'on considère, c'est d'avoir une hypertension pulmonaire, c'est comme les autres, PAP moyenne supérieure à 20, PAPO inférieur à 15 et des résistances supérieures à 2. On dit la BPCO, elle est avec une HTP légère ou modérée quand les résistances sont entre 2 et 5 et qu'on parle d'hypertension pulmonaire sévère lorsque les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 5. Donc c'est ça qui va nous dire la sévérité. Et on considère que quelle que soit l'importance de la maladie respiratoire, il n'y a pas de raison d'avoir plus de 5 de résistance. En tout cas, c'est assez évident dans la BPCO. Et c'est ces malades qui font du remodelage. Et c'est finalement ces malades-là qu'il faut envoyer dans des centres experts pour discuter d'un traitement. Tous les autres, c'est la prise en charge de leur maladie respiratoire sous-jacente. C'est une hypertension pulmonaire adaptée à leur maladie respiratoire. Ce n'est pas une hypertension pulmonaire particulière. Alors, comment ils sont ces malades qui ont une hypertension pulmonaire sévère par rapport à ceux qui ne l'ont pas dans la BPCO? La première chose, c'est qu'ils ont... Ça avance tout seul, mais ça va aller plus vite que moi, mais ce n'est pas grave, je vais les rattraper. Une dyspnée qui est disproportionnée, ils sont très essoufflés. Ils ont souvent des signes d'insuffisance cardiaque droite au premier plan. Ils ont des signes droits à l'ECG, et puis le NT-proBNP, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque, est élevé. Aux EFR, ils sont souvent des maladies respiratoires moins sévères que les autres. Ils ont des troubles ventilateurs obstructifs généralement moins sévères. Par contre, ils sont beaucoup plus hypoxémiques. Ils sont très, 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 très fréquemment hypocapniques, alors qu'une malade respiratoire au stade de transplantation, il va peut-être être hypercapnique.
quasiment à tous les coups, s'il est hypercapnique, c'est que ça va être une hypertension pulmonaire modérée. Les hypertensions pulmonaires sévères, ils sont quasiment tous hypocapniques. Une DLCO inférieure à 40%. Et puis, on peut s'aider des tests d'effort et de l'imagerie. Au test d'effort, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il désature et il marche moins qu'un BPCO, ce qu'on attendrait à ce moment-là. À l'épreuve d'effort, ils ont une limitation vasculaire pulmonaire. À l'imagerie, il y a plus d'emphysème. En général, l'hypertension pulmonaire sévère est plutôt associée à l'emphysème sévère. On peut voir un cœur droit qui est complètement dilaté. On peut voir une dilatation de l'artère pulmonaire. Tout ça, ça peut orienter vers l'idée qu'on a une hypertension pulmonaire sévère. Alors le pronostic, ce n'est pas une bonne nouvelle quand on a une hypertension pulmonaire sévère associée à une BPCO. Vous voyez, à 5 ans, il y a 70% des patients qui sont décédés. Ça, c'est avec ou sans traitement. On a une hypertension pulmonaire sévère, il y en a dedans qui ont reçu des traitements de l'hypertension pulmonaire. Là, 70% sont morts dans les 5 ans. Donc si on peut les transplanter, on essaie de les transplanter. La plupart du temps, c'est des malades qui ont trop de comorbidités ou qui sont trop âgés. Et vous voyez que plus le VEMS est bon, plus il meurt. Parce que probablement que là, plus c'est disproportionné en pratique. Et donc, il y a des malades qui ont une petite maladie, un peu d'emphysème, un petit trouble ventilatoire obstructif, un VEMS qui est quand même préservé et qui ont une hypertension pulmonaire sévère, ils meurent énormément puisqu'ils sont tous morts à 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Oxygénothérapie, parce que rajouter de la vasoconstriction hypoxique à l'hypertension pulmonaire, c'est peut-être pas la bonne idée, même s'il n'y a pas de niveau dans la BPCO, il y a un niveau de preuve qui est suffisant. Ce n'est pas le cas de toutes les hypertensions artérielles pulmonaires, mais dans la BPCO, on le sait, quand on est hypoxique et avec une hypertension pulmonaire, il y a une indication à l'oxygénothérapie de longue durée. Les diurétiques, parce que ça diminue l'insuffisance cardiaque droite. Les anticoagulants, je vous ai dit que dans l'HTAP, déjà, le groupe 1, on n'était pas sûr. Alors là, je suis sûr qu'il ne faut pas. D'accord ? Aucun bénéfice jamais démontré et probablement des complications. Les inhibiteurs calciques, c'est la fausse mauvaise idée. Effectivement, c'est un effet vasodilatateur aigu. Ça a déjà été démontré que ça n'avait aucun effet à long terme. Ça peut majorer l'hypoxémie, ça a été démontré. Et c'est non recommandé dans les choses. Probablement qu'il y a une surmortalité chez les malades avec une HTAP BPCO qui sont traités par inhibiteur calcique. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut leur donner des traitements de l'HTAP à ceux qui sont disproportionnés? Parce qu'on a dit qu'il y avait du remodelage comme dans l'HTAP. Il y a eu quand même pas beaucoup de choses, en fait, même quasiment rien. Il y a eu un petit essai thérapeutique avec le bosantan, par exemple, un antagoniste de récepteur de l'endothéline. Vous voyez l'effet des traitements sur le test de marche, ça fait rien, en fait. Ça faisait rien chez ces malades-là. Et quand même, en moyenne, ils perdaient 6 mm de mercure de PaO2, les malades qui étaient traités. Donc quand même un petit warning, parce que vu que vous allez rouvrir des territoires qui sont détruits et que vous allez lever la vasoconstriction hypoxique, vous allez changer les rapports ventilation-perfusion, vous pouvez dégrader l'hématose et les échanges gazeux de ces patients-là. Sur les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5, il y a des petits essais, mais c'est pareil, vous voyez, certains même sont rétrospectifs, c'est des toutes petites cohortes. Alors quand on fait à l'écho, c'est super, tout le monde s'améliore. Bizarrement, quand les malades ont vraiment un diagnostic confirmé, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est quand même très limité ce qu'on a comme données. Et puis dans ces essais que je vous ai montrés, c'est pas que lié que des malades qui avaient des hypertensions pulmonaires sévères. Ce dont je suis sûr, c'est que traiter des malades qui ont une hypertension pulmonaire modérée ou légère liée à une maladie respiratoire par des traitements de l'HTAP, ça aggrave les malades, ça n'a aucun intérêt. C'est un mécanisme d'adaptation. Pour ceux qui ont un remodelage, on pense, et qui ont une hypertension pulmonaire sévère, les données, en tout cas dans la BPCO, vous voyez que c'est pas très évident. Nous, on a regardé un peu ce qu'on faisait chez nous. Alors, on dit qu'il ne faut pas les traiter. Ils sont tous traités chez nous, ceux qui ont une hypertension pulmonaire sévère. Donc, on écrit qu'il ne faut pas le faire et puis on le fait. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des informations. Ce n'est pas un essai, c'est juste des données de registre. Mais on voit que ça peut améliorer le débit cardiaque, ça améliore le test de marche. Généralement, ça n'améliore pas la classe fonctionnelle YHA. Les malades, ils ne reviennent pas vous dire « je suis transformé docteur », parce qu'il y a plein d'autres mécanismes qui jouent à ça. Quand même, attention, ils perdent 10 mm de mercure de PaO2. Donc ce que vous avez gagné, c'est peut-être pour ça que ça n'améliore pas cliniquement. Ce que vous avez gagné sur l'hémodynamique, vous l'avez perdu sur les échanges gazeux. Il y a 25% qui arrêtent parce qu'ils ne tolèrent pas les médicaments ou qu'ils ont une trop grande dégradation des échanges gazeux. Donc quand même des données qui sont quand même pas très en faveur du traitement. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir démarrer en France un PHRC que je suis censé porter sur tadalafil versus placebo. Dans ces cas-là, on va le faire vraiment contre placebo, en aveugle, pour 200 malades et voir ce qui se passe. Et c'est une étude sur l'efficacité, sur le test de marche, l'hémodynamique, mais aussi sur la sécurité. Car j'aimerais bien que définitivement on dise est-ce que ça sert ou est-ce que c'est dangereux de faire ça.
En conclusion, quand réaliser un cathétérisme cardiaque droit? Quand on suspecte une hypertension pulmonaire sévère, quand on pense qu'il y a un bilan pré-transplantation ou pré-chirurgical, on sait que c'est associé à de la surmortalité post-opératoire, donc ça peut être utile. Lorsqu'on pense qu'il y a une autre cause, c'est pas parce qu'on a la BPCO qu'on peut pas avoir une maladie thromboembolique chronique. Je vous ai dit l'hypertension pulmonaire lorsqu'on pense qu'elle est disproportionnée, même si une fois qu'on a fait le diagnostic, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Donc les recommandations, elles disent on fait un cathétérisme cardiaque droit, en gros, si on pense que ça va nous aider à prendre en charge le malade. On optimise la prise en charge de la BPCO, on lui met de l'oxygène, de la VNI si besoin, on traite un syndrome d'apnée du sommeil s'il est présent, on peut proposer de la réhabilitation respiratoire. Si le malade est éligible, on doit discuter la transplantation pulmonaire. Et pour les traitements de l'HTAP, c'est une approche individuelle et voilà ce qui est noté. Les résultats sont conflictuels et principalement sur des petites cohortes de courte durée, sans caractérisation hémodynamique des HTP. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a mis des malades HTP, BPCO qui étaient sévères ou pas sévères, tout mélangé. Les preuves sont insuffisantes pour supporter l'utilisation générale des traitements de l'HTAP dans cette indication, y compris pour les malades avec une hypertension pulmonaire sévère de la BPCO. Et ça doit être une discussion cas par cas dans un centre expert qui connaît cette maladie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Montagny, pour cette deuxième présentation excellente. Donc, si vous avez des questions dans la salle. Avant, je voulais préciser que nous, les cardiologues, lorsqu'on donne un compte rendu, on précise toujours la valeur de la pression de l'oreillette droite qu'on utilise pour le calcul de la pression artérielle pulmonaire. On a toujours dit plus 5 ou plus 10 ou plus 15, donc on le précise. Oui, ce qui est important, c'est qu'apparaisse assez facilement pour les personnes qui vont lire l'écho la vitesse d'insuffisance tricuspide. Et ça, c'est pas toujours mis au premier plan et des fois pas du tout. C'est-à-dire que, je parle de mon centre, même dans un centre expert, mes cardiologues ne me répondent pas toujours ça. Donc je retourne avec la feuille d'écho en disant si on ne le fait pas, je ne sais pas où on va le faire. Mais effectivement, cette information vitesse d'insuffisance tricuspide, il faut qu'elle figure parce que c'est le seul chiffre qui va vous intéresser dans le dépistage. Deuxième question concernant l'utilisation des bêta-bloquants dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, les bêta-bloquants, alors il y a deux niveaux de réponse. Il y a dans la BPCO, maintenant on sait que dans la BPCO, l'indication, s'il y a une indication formelle pour des causes cardiaques aux bêta-bloquants, c'est pas une contre-indication, et au contraire, il ne faut pas sous-traiter les malades qui ont besoin pour une cardiopathie ischémique, mais les bêta-bloquants restent contre-indiqués dans l'hypertension pulmonaire, quelle que soit la cause, et y compris dans l'hypertension pulmonaire de la BPCO. Donc ça nous arrive fréquemment de les arrêter. La seule situation où on ne l'arrête pas, c'est s'il y avait une cardiopathie ischémique à haut risque, et là on discute au cas par cas avec les cardiologues, mais dans une hypertension pulmonaire, normalement les bêta-bloquants c'est inotrope négatif, c'est très mauvais pour le cœur droit, on les arrête systématiquement. Allez-y. Merci professeur Montagny pour votre exposé. Alors, ma question concernant la BPCO, lorsqu'on est devant une BPCO qui est sévère, un syndrome emphysémateux, et dans ce cas, l'emphysème, ça entraîne c'est comme une force de tamponnade sur le cœur. On va dire que c'est l'équivalent de shrinking lung syndrome, ça entraîne une shrinking heart syndrome, c'est un effet de tamponnade gazeuse. Et dans ce cas, le problème, ce n'est pas un problème de systole, mais un problème de diastole. Est-ce qu'il y a un intérêt de mesurer la PAP diastolique dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire? Deuxième question, dans la BPCO, il n'y a pas seulement la BPCO qui est post-tabagique, mais les autres BPCO. Quels sont les autres phénotypes de BPCO qui sont pourvoyeurs d'HTAP, syndrome de chevauchement, BPCO, désaturation nocturne, chez les patients qui sont obèses, chez les patients avec déficit en alpha-1 antitrypsine. Vous avez bien cité le syndrome emphysème des sommets fibrose des bases, mais qu'en est-il des autres phénotypes? Parce qu'on n'est pas devant une seule BPCO, mais il y a plusieurs phénotypes de BPCO. Je vais commencer par la deuxième question, parce qu'elle est la plus facile. En fait, si je change tout mon topo et je mets BPCO, je mets pneumopathie interstitielle, je mets n'importe quelle maladie respiratoire, je pense que je peux faire la même présentation quasiment. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause de la maladie respiratoire qui est responsable de ça. Donc que ce soit une BPCO sur un déficit en alpha-antitrypsine, par autre chose. Je pense que c'est simplement l'importance de la destruction du lit vasculaire pulmonaire qui va être le point important. Alors dans certaines pathologies comme
comme dans le déficit en alpha-antitrypsine où l'emphysème peut être majeur, on peut se retrouver avec une destruction du lit vasculaire pulmonaire encore plus importante. Le syndrome fibro-emphysème, je ne sais pas si c'est un syndrome, mais l'association de fibrose et d'emphysème, c'est là aussi la destruction, l'association de ces deux causes de destruction du lit vasculaire pulmonaire qui va faire que l'hypertension pulmonaire est fréquente. Donc ça, je pense que la cause de la BPCO ne change rien. Ne change rien. Il y a quelques maladies respiratoires qui sont à part, la sarcoïdose, l'histiocytose et les atteintes pulmonaires de la neurofibromatose. D'ailleurs, elles ne sont pas mises dans le groupe 3, elles sont mises dans le groupe 5 parce que là, il y a des atteintes spécifiques de l'histiocytose, de la sarcoïdose ou de la neurofibromatose dans les vaisseaux. Donc ces 3 maladies sont à part, mais après, je pense que tout ce que j'ai dit est à peu près vrai. Pour la tamponnade gazeuse, je ne suis pas tout à fait persuadé parce que l'effet hémodynamique sur le cœur droit de l'hyperinflation et de l'hyperpression intrathoracique, et il est vrai tant qu'il n'y a pas une hypertension pulmonaire, mais dès qu'il y a une hypertension pulmonaire, il ne va rien se passer sur les cavités droites. Il y a la même pression des fois que dans les cavités gauches, le cœur gauche il ne se fait pas écraser. Donc non, il n'y a pas de conséquences particulières, les définitions restent les mêmes. Simplement, parfois, il faut être capable de bien prendre les mesures, et c'est là où c'est un petit peu difficile des fois chez les malades qui ont des grandes ampliations thoraciques ou des grandes pressions intrathoraciques. Ou des grandes distensions, c'est déjà de mettre le capteur lors du cathé au bon endroit, à la bonne hauteur, au niveau du cœur, mais les malades, ils ne sont pas comme les autres quand ils sont très distendus. Deuxièmement, c'est d'essayer de faire respirer les malades à la CRF, mais le malade, si vous lui dites « Monsieur, respirez à la capacité résiduelle fonctionnelle », il vous regarde un peu bizarrement lors du cathé. Donc ça, c'est pas facile. Et d'éviter qu'il fasse des grandes inspirations quand vous prenez, parce que là, vous allez avoir des énormes variations. Donc en fait, les techniques de cathétérisme font des moyennes automatiques numérisées qui sont généralement bonnes, mais il faut prendre suffisamment de cycles respiratoires et pas prendre, à un moment on disait en téléexpiration, mais en téléexpiration, on peut avoir des valeurs, par exemple de la papo extrêmement variables qui passent de 5 à 25 mm de mercure au cours d'un cycle respiratoire. Donc c'est des cathés un peu plus difficiles à interpréter, mais je ne suis pas sûr que ça change les seuils qu'on doit utiliser si on interprète bien les chiffres. Bien. Vous avez une deuxième question, allez-y. Merci. Je tiens tout d'abord, donc, professeur Montagnier, pour vous remercier, également pour vous féliciter pour la clarté de votre présentation. Ma question, est-ce qu'à titre de dépistage, est-ce qu'il y aurait un phénotype, donc un cluster donc, de malades auxquels donc, on devrait... Donc, habituellement, avec nos collègues cardiologues, on fait des échocardiographies assez régulières pour le suivi d'un malade BPCO. Mais est-ce qu'il y aurait effectivement un phénotype particulier de malades auxquels on devrait être beaucoup plus vigilant et avoir une surveillance beaucoup plus restreinte? Ma deuxième réflexion en ce qui concerne les asthmatiques graves avec un remodelage bronchique. Est-ce qu'effectivement, il y aurait une évolution similaire aux autres BPCO? Merci. Merci beaucoup. Alors pour la première question qui était le phénotype, le malade typique, c'est que vous allez voir un malade qui est très gêné alors que ses EFR ne corrèlent pas tout à fait à sa sévérité de ce qui vous rapporte de dyspnée à l'effort. Il va être plus hypoxémique que ce que vous attendrez au vu des EFR et du scanner. Généralement, c'est plus souvent de l'emphysème, plus d'emphysème que de maladies bronchiques. Troisièmement, ils sont généralement hypocapniques. Ça, un malade les malades que je vois qui ont une hypertension pulmonaire sévère sur une BPCO, c'est pas rare qu'ils aient 27 de PCO2. Pour un malade qui est en insuffisance respiratoire chronique, c'est pas un chiffre habituel. La DLCO, un malade qui a des lésions modérées au scanner et qui a 20% de DLCO. La DLCO, c'est le reflet de la pathologie. C'est plusieurs causes qui peuvent faire baisser la DLCO, la pathologie interstitielle, bien sûr, l'emphysème et tout ce qui touche le lit vasculaire pulmonaire. Et donc, c'est témoin, si vous avez un malade qui a 20% de DLCO et pas beaucoup d'emphysème, qu'il se passe quelque chose. C'est vrai pour toutes les maladies respiratoires. Quand vous voyez des fois juste la DLCO baisser, le malade qui se dit plus essoufflé, c'est un petit quelque chose. L'hypocapnie et donc la discordance entre l'essoufflement et bien sûr quand il y a des signes cardiaques droits qui sont au premier plan et que les malades font des décompensations cardiaques droites, ça aussi c'est un élément important. Et la deuxième question, c'était l'asthme sévère. Pour une raison que je ne comprends pas, quasiment toutes les maladies respiratoires se compliquent d'hypertension pulmonaire sévère, sauf les asthmes sévères. Peut-être qu'ils n'ont pas la même destruction du lit vasculaire pulmonaire associée à leur remodelage bronchique. Je pense que c'est tout simplement ça l'explication. On a parfois des hypertensions pulmonaires quand on est au stade d'insuffisance respiratoire chronique hypoxémique
On a le droit d'avoir de l'hypertension pulmonaire, elle est généralement modérée, mais des hypertensions pulmonaires sévères dans ce contexte, on n'en voit quasiment jamais. Et on prend une dernière question avec Siazdine. Moi, j'aimerais juste savoir pour l'exploration de ces patients, parce que le CAT, c'est quand même un geste qui est invasif. L'écho chez les emphysémateux, c'est difficile. Et quelle est la place de l'écho transœsophagienne? Et en pratique, est-ce que, quand vous parlez des mesures, vous incluez l'écho transœsophagienne? Pour moi, aucune place. J'en ai pas fait dans mes 10 dernières années m'occupant d'hypertension pulmonaire parce que je pense que ça apporte pas beaucoup plus d'informations. Les limites que je vous ai citées de l'écho, vous n'allez pas vous en défaire avec l'écho transœsophagienne pour le dépistage de l'hypertension pulmonaire. Alors bien sûr, lorsqu'on suspecte une cardiopathie congénitale, tout ça, ça peut peut-être être un élément qui est utile. Nous, on n'en fait pas, on le fait quand même par ETT. Par transthoracique, pardon. Et donc, non, je pense que ça apporte rien sur ces mesures-là. On sait qu'il y a des limites à l'écho. C'est l'examen de dépistage de référence. Il faut juste garder en tête qu'on a des limites et qu'on peut se faire avoir dans les deux sens. Je ne vous ai pas dit, hein, mais la PAP dans les études, la PAP estimée par rapport au KT et à l'écho, c'est 50% des valeurs sont éloignées de plus de 10 mm de mercure par rapport à la mesure au KT. Plus de 10. Mais c'est aléatoirement 25% plus 10, 25% moins 10. Donc si on me dit la PAPS, elle est à 50, je sais qu'il y a 50% de chances que ça soit plus de 10 d'écart de ça, mais ça peut être 60 comme ça peut être 40. Et ça change tout. Donc il faut juste garder ça en tête, que les autres signes, et c'est là où votre cardiologue est important, parce que le chiffre en lui-même n'a pas d'intérêt, mais par contre tous les autres signes, ils sont à intégrer. Si vous avez 50 et que vous ne savez pas, mais qu'il y a un VD hypertrophié et dilaté, vous savez, c'est une hypertension pulmonaire. Si le VD est normal et la fonction VD est normale, ça ne peut pas être une hypertension pulmonaire. Merci, professeur Montagny. J'ajoute tout simplement qu'en faisant l'échocardiographie, on a des incidences, surtout la sous-costale, qui peut pallier aux problèmes qu'on a chez les emphysémateux. J'appelle professeur Karima Mark, que je n'ai pas besoin de la présenter. Elle est connue, notre experte nationale d'hypertension pulmonaire, les professeurs de pneumologie. À toi, la parole, Karima. Donc, il va nous parler des pneumopathies interstitielles diffuses et hypertension pulmonaire. Comment y penser? Merci. Excusez-moi, où est-ce que je vais lire là? Donc, merci pour l'invitation, l'association de Marrakech pour l'invitation pour cette plénière. Comment est-ce que je vais défiler? Excusez-moi. Pardon. Alors, merci pour l'invitation. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais traiter avec vous donc la session donc de l'hypertension pulmonaire. Avec un premier point, il y aura beaucoup de choses qui ont été déjà présentées par le professeur Montagny. Comme vous savez, le groupe 3, c'est le groupe de l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires chroniques. Alors, le cadre nosologique des PID, je ne vous rappelle pas, c'est un cadre vaste qui regroupe plusieurs entités, dont plusieurs sont à évolution fibrosante. Et vous avez les pneumopathies idiopathiques, les PHS chroniques fibrosantes, les PIT lors de connectivité. Et puis, il y a eu donc des guidelines pour l'approche diagnostique. Et en 2013, il y avait le texte sur la classification des pays avec la redéfinition des entités. Et puis, il y a eu d'autres entités donc, qui ne font pas partie de ces guidelines, dont le syndrome emphysème de sommeil fibrose des bases. Puis, il y avait les pneumopathies avec stigmate d'auto-immunité. En 2015, avant, on parlait de connectivité indifférenciée. Puis après, il y a eu le dernier texte qui a actualisé la fibrose pulmonaire idiopathique et avec la définition d'une entité, donc des pneumopathies progressives fibrosantes. Et puis, il y a une entité que vous avez sûrement déjà vu sur des sessions de congrès, les ILA, les lésions débutantes. C'est des lésions, c'est des stades très précoces de pneumopathie idiopathique et c'est important pour les diagnostics précoces. Alors, le lien entre les PIT et l'hypertension pulmonaire. Donc, alors, dans l'approche diagnostique des PIT, donc la caractérisation de l'atteinte cardiaque comme atteinte spécifique est recherchée, soit dans certaines entités définies, les granulomatoses ou bien des maladies générales, puis après, dans l'hypertension pulmonaire est recherchée, puisque c'est une pathologie qu'on sait, c'est secondaire, donc plus souvent à l'hypoxie, et puis on n'oublie pas les atteintes spécifiques de certaines maladies générales, comme dans la sclérodermie. Alors, pour l'hypertension
pulmonaire. Donc, en fait, quand on prend le concept d'un désordre physiopathologique consécutif à plusieurs maladies cardiaques et respiratoires, alors que l'HTAP, c'est une maladie, donc c'est une vasculopathie, c'est la plus sévère. Alors, pour l'hypertension, ça, c'est des choses qui ont été dites. Alors, sur le texte de 2018, la définition des atteintes respiratoires chroniques a repris en maladie chronique plutôt que la séparation des entités sévères BPCO, emphysème, fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis, on a donc plusieurs mises au point de groupes d'experts pour les pneumopathies interstitielles diffuses, notamment avec l'hypertension pulmonaire, sur l'approche diagnostique et l'approche thérapeutique, dans celui donc publié par le groupe de PVRI, la publication dans l'European Respiratory, et puis nous avons aussi la publication dans le dernier texte. Il y a tout un volet qui est relatif à l'atteinte, c'est le groupe 3, avec normalement l'approche diagnostique et l'approche thérapeutique. Alors, quand on signale le groupe 3, vous avez... Pardon, oh là là. Alors, le groupe 3, c'est le groupe 3, donc c'est le plus fréquent avec les atteintes du cœur gauche. Vous avez déjà vu que l'HTAP, c'est une entité qui est rare. Alors, en fait, c'est un stade ultime de plusieurs maladies, souvent liées à l'hypoxie, qui se caractérise par une diminution de la capacité à l'effort. Le pronostic est défavorable, et puis l'important, c'est que dans l'approche diagnostique, l'évaluation non invasive, et puis il y a l'indication du CAT. À noter que c'est un facteur de mortalité et de morbidité. Concernant le traitement, il y a surtout le traitement de la maladie sous-jacente, et puis il y a l'absence de bénéfice qui a été démontrée par les médicaments approuvés dans l'HTAP, et surtout, il y a une indication récente pour une entité, notamment dans les pathologies interstitielles. Ça diffuse. Alors, c'est le groupe 3. Comme vous voyez, c'est le groupe 3, normalement, les pneumopathies interstitielles. Quand on y va plus en détail, alors dans ce groupe 3, on a les pneumopathies donc fibrosantes. On exclut tout ce qui revient à la sarcoïdose, tout ce qui revient à l'histiocytose. Et la neurofibromatose, c'est classé dans le groupe 7 parce que le mécanisme est complexe. Alors, et normalement, pour les pneumopathies interstitielles diffuses et l'hypertension pulmonaire, il s'adresse normalement à ce groupe. Alors, sur l'épidémiologie, les données sont différentes selon la définition. Alors, le plus étudié, c'est surtout la fibrose pulmonaire idiopathique en pré-greffe. Vous avez la prévalence qui diffère de 14% jusqu'à 46%, jusqu'à 86% en pré-greffe. Et notamment, la seconde, c'est surtout le syndrome emphysème du sommeil fibrose des bases. C'est vrai que là, les séries sont différentes, mais jusqu'à 50% de ces patients ont une hypertension pulmonaire en pré-greffe. Les autres entités, c'est la pneumopathie d'hypersensibilité donc chronique, également dans des séries prospectives jusqu'à 44%. D'autres pneumopathies idiopathiques, il y a une prévalence élevée selon l'évaluation et selon le nombre de séries. Juste pour vous rapprocher que normalement, dans les séries, il y avait même des évaluations avec l'échographie et d'autres avec le CAT. Il faut savoir que le seuil qui a baissé, alors tout à l'heure dans la discussion, peut-être qu'avec cette nouvelle définition, on aurait une prévalence encore plus élevée sur ce groupe 3 d'hypertension pulmonaire. Alors, sur une série qui a étudié la survie des hypertensions pulmonaires reliées à la pathologie interstitielle, tout groupe confondu, le groupe 3 a la survie la plus mauvaise. Quand on y va sur les détails, la fibrose pulmonaire idiopathique a le pronostic le plus mauvais. Ensuite, les pneumopathies fibrosantes non IPF. Ensuite, le syndrome d'emphysème et fibrose des bases, la BPCO et l'emphysème. Ça, c'était la série sur un groupe de patients de 363 patients. Il y avait 30% du groupe 3. La caractéristique, c'est que souvent, c'est des sujets âgés, souvent prédominance masculine. Ils étaient la majorité en classe 3 et 4. Alors, normalement, sur le plan pathogénie, il y a l'hypoxie, il y a la vasoconstriction, et le pronostic dépend de la maladie initiale, et il n'y a pas de corrélation entre l'extension de l'atteinte interstitielle, si on prend la CVF, et le score, tout comme le score tomodensitométrique avec la sévérité de l'hypertension pulmonaire. Alors, sur le plan, il y a un continuum entre la vasculopathie pulmonaire, et puis il y aura le remodelage, et les conséquences, c'est l'insuffisance cardiaque droite.
Alors, pour ce qui est des éléments initiaux du diagnostic, ben, c'est une dyspnée progressive, réduction de capacité à l'effort, et puis l'examen ne va pas être d'une sensibilité importante. Il y aura des signes, un stade avancé des signes d'insuffisance cardiaque, rarement des syncopes, décrites à l'effort. Chez certains patients, c'est décrit au terme de taux paroxystique. Il convient de rechercher surtout des facteurs de risque d'une hypertension pulmonaire, d'une HTAP, c'est-à-dire dans un premier screening, est-ce que c'est des formes familiales liées à formes héritables, formes liées à un médicament, l'existence d'une connectivité, une sclérodermie, c'est des facteurs de risque à rechercher. Ne pas méconnaître les facteurs du groupe 2 pour éliminer les hypertensions du cœur gauche et surtout une hypertension post-embolique. Alors, dans une conceptualisation de la symptomatologie, les liens entre la PID et l'hypertension pulmonaire, ben, à un stade avancé, ben, les patients seront la dyspnée, la survenue d'une hypertension pulmonaire sera un facteur de comorbidité, sera un facteur de majoration, et puis au terme ultime, il y aura l'insuffisance ventriculaire droite. Alors, dans l'approche diagnostique globale, l'approche diagnostique, après la suspicion, c'est très simple. Il y aura les signes de cœur droit, l'ECG, l'élévation biologique du BNP, l'EFR, l'élément important, c'est la DLCO. Alors, normalement, le test marche qui est réduit. Et à l'imagerie, il y a un élément d'orientation, c'est ce rapport de la bifurcation de l'artère pulmonaire avec le rapport de l'aorte ascendante, s'il est supérieur à 1. C'est des éléments d'orientation. Il y avait tout un texte de la Fleischner Society avec les aspects radiologiques, aussi bien sur l'imagerie que sur d'autres explorations radiologiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Puis après, dans un deuxième temps, avec une suspicion élevée, l'échographie va être réalisée conformément à la probabilité qui est publiée, que vous avez déjà vu sur la présentation du professeur Montagnier tout à l'heure. Puis, quand décider le CAT pour le confirmer? Alors, les guidelines recommandent que le CAT sera fait si on veut penser que c'est la même recommandation, mais surtout si on prévoit une transplantation, si on prévoit une inclusion dans un essai clinique et si on suspecte une HTAP ou une post-embolique ou une HFpEF pour la démasquer. Et c'est ces situations qui vont être les premières pour faire un CAT, et ce sera un CAT sans test vasodilatation, sans test NO, qui n'est pas recommandé dans ce groupe. Alors, la définition de 2018 qui groupait les chronic lung disease avec donc l'évaluation de la sévérité, tout à l'heure, vous avez vu que maintenant on classe l'hypertension pulmonaire dans le maladies chroniques et les sévères, si les PVR sont supérieurs à 5. Alors, l'hypertension... Alors, là, j'aimerais juste reprendre donc une revue générale de la principale étiologie, la fibrose pulmonaire idiopathique, sur une revue de professeur Cotin. Alors, normalement, la FPI elle est présente chez 8 à 15%, alors que le trouble ventricular restrictif, il est modéré. Alors, dans d'autres stades avancés, il est à 30 à 80% au moment où le CAT est réalisé en pré-greffe. Alors, les paramètres hémodynamiques sont peu corrélés aux troubles ventilatoires, alors que tout comme la pression, ou alors à l'extension du score radiologique à la TDM thoracique. Alors, la physiopathie, elle est multifactorielle. Il y a en plus l'hypoxie, je me répète, je suis désolée, il y a aussi l'atteinte des vaisseaux, mais le remodelage, donc, la cascade des anomalies biologiques qui s'en suivent, fait qu'il y a une dérégulation de la néovascularisation pulmonaire. Et surtout, l'association à des comorbidités qu'il faut toujours rechercher, notamment la pathologie du sommeil, qui est fréquente et qui n'est pas observée chez des patients obèses. Alors, normalement, sur l'histopathologie, il y avait du remodelage, et puis sur le plan hémodynamique, c'est des pressions qui ne sont pas élevées, avec une valeur médiane qui est voisine de 35, et normalement, il était sévère chez un petit groupe, mais ceci dit, c'était avec des définitions avant celles actuelles. Pour un chiffre, chez 2525 patients inscrits sur une liste de greffe, la moyenne de la pression pulmonaire était à 34 plus ou moins 9, avec un index cardiaque de 2,8. En fait, l'hypertension pulmonaire, elle peut s'aggraver assez rapidement, soit du fait d'une progression de la vasculopathie pulmonaire, ou alors de l'aggravation de la fibrose et de l'insuffisance respiratoire chronique. Il faut noter aussi que c'est un élément qui peut être en rapport avec une exacerbation aiguë de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, ça, c'était pour une revue sur la fibrose pulmonaire idiopathique avec l'hypertension pulmonaire qui a été le plus étudiée. Ceci, notamment sur le traitement, les
recommandations actuelles. Alors, ce qui est des recommandations générales, comme pour la BPCO, ne change pas. C'est le traitement, les mesures générales. Il n'y a pas de place à la anticoagulation. Il faut traiter l'hypoxémie et il faut surtout traiter la pneumopathie infiltrante diffuse et surtout inscrire le malade sur liste de transplantation, la réhabilitation, mais qu'en est-il des médicaments approuvés? Alors, il y a un seul médicament qui a eu l'accord du FDA, c'est le treprostinil, notamment dans les hypertensions avec atteinte interstitielle. Alors, il y a eu plusieurs essais qui ont tenté d'étudier les médicaments approuvés dans l'HTAP dans ce groupe et dans les pneumopathies interstitielles diffuses. Vous voyez, ils ont tous les essais étaient en échec, notamment, et vous voyez, le critère de jugement, il n'est pas le même. Il y a les tests de marche, puis à un moment, il y a la CVF, et il y a aussi des critères qui sont combinés. Alors, vous voyez qu'il y a uniquement 2 essais. C'est l'essai avec donc, le NO inhalé et l'essai avec le treprostinil inhalé qui ont été positifs. Dans le traitement de la fibrose pulmonaire, il y a eu 2 essais avec association, notamment l'étude InStage qui n'a pas été positive, tout comme l'essai avec la pirfenidone associée au sildenafil, vu qu'il y avait une hypothèse dans la FPI sur la composante vasculaire et on avait essayé de traiter, ceci c'était négatif. Alors, le treprostinil inhalé a été étudié sur un groupe. Donc, regardez le profil des pathologies interstitielles qui ont été étudiées. Premièrement, la FPI, ensuite les pneumopathies, donc la NCP, les pneumopathies liées au tabac. Puis après, le critère de jugement, c'était le test de marche. Il y a une amélioration sur le test de marche, sur la capacité à l'exercice. C'était principalement la principale limite dans cette forme. Et le médicament a eu l'accord du FDA donc en 2022. Alors, il y a une autre indication, c'est notamment l'inhibiteur de la phosphodiesterase en cas d'hypertension pulmonaire associée à l'atteinte interstitielle, mais sur une indication très limitée avec une décision. Vous voyez le niveau de preuve et c'est classe 1B et puis il est conditionné. En conclusion, l'hypertension pulmonaire au cours des PID, elle est fréquente, elle est source de morbidité et de mortalité. Sa prévalence est variable selon la définition hémodynamique. Et l'approche diagnostique repose d'abord sur l'approche non invasive, évaluer les facteurs de risque, évaluer les comorbidités et d'autres causes d'hypertension pulmonaire, proposer le patient une exploration hémodynamique en vue d'une option thérapeutique ou d'une alternative diagnostique. La prise en charge de la maladie initiale est importante et puis les médicaments approuvés dans l'HTAP sont classiquement non conseillés, mais actuellement il y a la place de treprostinil dans les pneumopathies interstitielles diffuses et les inhibiteurs de phosphodiesterase contre l'hypertension pulmonaire elle est sévère. Je vous remercie. Merci, professeur Marc, pour cette présentation très claire. Donc, je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Marc à propos de la HTAP associée à la fibrose? Je pense que professeur Marc a fait le tour et que la présentation a été très claire. J'aimerais juste rajouter, oui. Tout à l'heure, il y avait une discussion sur la nouvelle définition. Nous avons de plus en plus de malades, si on intègre la nouvelle définition actuelle, plus que 20 mm, plus que 2. Nous avons beaucoup de malades sur le screening des sclérodermies qui étaient diagnostiqués ces dernières avec des chiffres entre 20 et 25 et qui avaient des RVP à 2,7, moins de 3. Alors, ces définitions actuellement sur la baisse de seuil, c'est vrai qu'il y a les RVP supérieurs à 5. C'est des patients que nous allons plus recruter si on cathétérise. Or, nous ne proposons pas beaucoup de patients non plus pour le cathé, hors sclérodermie, hors recherche d'un cœur gauche, recherche d'une hypertension post-embolique. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'appelle les modérateurs de la deuxième... Professeur Ali Hada. Oui, allez-y. Prenez le micro, s'il vous plaît. Vous n'avez pas insisté sur l'aide des amis de rapport du l'aide des amis dans les la sclérodermie. On sait que l'aide des amis a une mission de la possibilité. Est-ce que son rapprochement, y a-t-il un impact dans le cas de l'hypertension artérielle pulmonaire de la sclérodermie?
Alors, merci. Alors, pour le nintedanib, l'étude Censis, donc, qui avait été réalisée, donc le nintedanib associé au mycophénolate mofétyle, donc, avait montré le bénéfice sur le déclin de la CVF dans la FPI et dans la sclérodermie. Et c'est une étude qui avait donc fait qu'il y avait un fast track sur le nintedanib dans l'indication de ces maladies. Puis après, il y a eu la nouvelle indication sur les pneumopathies progressives fibrosantes. Mais avant ça, l'étude end-stage, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, il y avait l'adjonction de nintedanib et de sildenafil, mais il n'y avait pas de bénéfice supplémentaire dans le groupe chez qui on a ajouté le sildenafil. Alors, le nintedanib dans la FPI, c'est le traitement à ce jour approuvé avec la pirfenidone dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans cette entité, la survenue d'une hypertension pulmonaire dans les guidelines de la transplantation en 2014 et une hypertension échographique est une indication à un listing pour la greffe du poumon. L'adjonction du sildenafil n'a pas amélioré, c'est une étude négative, tout comme l'étude avec la pirfenidone. Donc, sur les critères de jugement, la seule qui a été positif, c'est le treprostinil dans ce groupe par voie inhalée sur une série qui n'est pas très importante et sur un paramètre, le test marche. Bien, professeur Marc, vous restez sur place. J'appelle avec une deuxième question. Allez-y. C'était juste pour, si j'ai bien compris la question, c'était sur le nintedanib, sur le lit vasculaire pulmonaire en lui-même, c'est ça, sur l'effet sur l'hypertension pulmonaire. En fait, on a peu de données. Moi, pour dire vrai, j'étais inquiet parce que c'est quand même ça a une action inhibiteur de VEGF. On sait que ça donne des HTAP, mais on ne voit pas d'HTAP survenir chez ces malades traités. Donc ça, c'est le premier sens, c'est plutôt safe. Deuxièmement, dans les modèles expérimentaux, on l'a fait. Par exemple, au laboratoire, on peut reproduire des fibroses en donnant de la bléomycine au rat. Le nintedanib améliore bien sûr la fibrose, mais ne modifie pas le remodelage vasculaire pulmonaire, ni dans un sens ni dans un autre, ni l'aggrave pas, ni ne l'améliore. Bien, merci. J'appelle les modérateurs de symposium, professeur Hda et professeur Sabban, pour nous joindre. Bonsoir à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier les amis pneumologues de l'association des pneumologues privés de la région de Marrakech pour cette collaboration avec tous les internistes de Marrakech. Je remercie également le laboratoire Janssen de la prise en charge de ce symposium qui va être présenté par le professeur Marc. Je n'ai pas à présenter. Je rajoute simplement ce qui a été dit, que c'est une référence nationale pour la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge de l'HTAP. On ne le savait pas. Avec tous ces écrits. Avec plaisir. Voilà, à vous la parole pour présenter les combinaisons thérapeutiques initiales de l'HTAP. Intérêt et perspective. J'ai un tout petit mot. Je dois remercier infiniment mon ami Ciesdin, qui est le grand, n'est-ce pas, le grand maître de l'organisation de ces journées. Et je dois insister sur le fait qu'il a hissé sur le plan régional, et je dirais même à l'échelon national, la pneumologie à un niveau jamais égalé. Merci, M. Ciesdin. Merci. Alors, pour traiter la combinaison thérapeutique initiale dans le traitement, entre les intérêts et les perspectives, il y aura un mot, un rappel, puis après le rationnel, puis après qu'en est-il réellement au Maroc. Alors, les objectifs de traitement, c'est améliorer la survie, la qualité de vie, les symptômes, les capacités à l'exercice et l'hémodynamique. Alors, les traitements sont normalement, après évaluation de risque, sont réservés au groupe 1.
et les cibles thérapeutiques. Il y a les traitements vasodilatateurs, il y a plus de 14 molécules approuvées. Les combinaisons thérapeutiques est importante à plus d'un niveau. Là, c'est juste pour vous rappeler l'historique donc, des symposiums de l'hypertension pulmonaire depuis 1973, suite à l'épidémie, donc suite à l'utilisation de la phénylfluoramine. Puis après, il y a eu des guidelines. Ces symposiums sont réalisés tous les 5 ans. Puis après, il y a eu les guidelines de l'European Society et l'European Cardiology Society collaborent pour les guidelines. Le dernier, vous avez vu aujourd'hui, celui de 2022. Alors, juste pour un overview sur l'évolution des concepts de la combinaison thérapeutique, déjà en 1998, il n'y avait que l'époprostenone intraveineux, mais il y avait suggestion d'étudier plusieurs cibles combinées. Puis après, donc, le symposium de Venise, il y avait plusieurs essais cliniques. Les premières fois, les molécules sont mises en relief, le bosantan, le sildenafil, et on envisageait déjà les combinaisons thérapeutiques séquentielles. En 2009, il y avait une proposition de traitement combiné avec le nouvel algorithme. Puis après, en 2015, il y avait la stratégie thérapeutique globale avec l'évaluation du risque et l'apparition de nouvelles recommandations pour le traitement combiné d'emblée. En 2018, 6e symposium, il y avait 42 essais cliniques, plus de 9000 patients. Plusieurs essais de combinaison ont été réalisés sur moins de 5 ans. Et les années après, on a une adaptation de l'algorithme thérapeutique, l'importance de la thérapie combinée dès le diagnostic, la combinaison orale en cas de risque léger intermédiaire et la combinaison orale et IV en cas de risque élevé, et le rôle de la monothérapie était très limité. Alors, la combinaison thérapeutique, là, inutile de rappeler que ça se destine au groupe 1. Le groupe 4 est le groupe qui a connu le plus d'actualiser sur le traitement instrumental, sur des molécules spécifiques. Ce n'est pas l'objet de la réunion. Alors, normalement, là, c'est les cibles sur lesquelles on va agir. Mais tout d'abord, les cibles, c'est normalement s'opposer à la vasoconstriction, à l'obstruction et à l'insuffisance cardiaque. Et le principal, c'est la dysfonction endothéliale des artères pulmonaires. Alors, inutile, donc je vous rappelle juste les classes, l'inhibiteur de l'endothéline, la phosphodiesterase et les analogues donc, qui vont cibler les 3 voies. Alors, pour l'historique des médicaments approuvés, il y en a depuis 1995 jusqu'en 2015. Ce sont ces classes qui ont été approuvées pour le FDA. Et normalement, la combinaison thérapeutique dans le traitement, c'est normalement l'instauration d'une association thérapeutique, soit d'emblée, combinaison initiale, soit que l'adjonction d'un nouveau traitement en cas d'échec ou de réponse insuffisante avec le traitement combinaison séquentielle. Les objectifs, c'est plusieurs cibles additionnées sans majoration d'effet. Alors, le rationnel, alors l'ensemble des essais cliniques, donc on avait vu, alors les premiers, vous voyez les essais en bleu, le premier critère de jugement était le test de marche uniquement. Après, on a inclus la mortalité, la morbidité, et sur des 3 derniers essais, normalement, l'étude Séraphine, l'étude Griffon et l'étude Ambition. Alors, ces essais cliniques, ils ont couvert plus de 9000, environ 10 000 patients, plus de 42 essais. Alors, vous voyez, les premiers, c'est de la monothérapie versus placebo ou monothérapie en noir. Et il y a 21 essais avec la monothérapie versus en séquentiel, ou combinaison séquentielle ou placebo. Et puis les essais qui ont visé la combinaison versus la monothérapie, il n'y en a pas plus que, c'était 3, c'était la mise à jour l'année dernière. Alors la première molécule, l'étude Séraphine qui avait validé donc le macitentan, alors il avait montré l'efficacité de macitentan à 10 mg versus d'autres posologies. Et l'étude Griffon, donc, il avait mis en évidence le bénéfice du Selexipag sur une titration normalement dans cet essai. Alors, mais l'étude qui a montré le réel bénéfice de la combinaison initiale, c'était l'étude Ambition. Alors, l'étude qui a évalué donc la combinaison embrisantant tadalafil versus monothérapie, plus de 500 patients en combinaison thérapie versus 126 d'embrisantant et versus 121 tadalafil. Et il est clair que le bénéfice de la combinaison est supérieur à la monothérapie. Le critère de jugement principal était le décès, l'hospitalisation pour aggravation et la progression clinique, notamment, et un événement de réponse insuffisante. Les événements dans les combinaisons étaient de 18% versus la monothérapie de 31%. Il y avait une nette supériorité. D'autres paramètres étaient donc étudiés, notamment les qui prédisaient l'hospitalisation, le groupe monothérapie, le test de marche et le taux de BNP.
Alors, il y a une autre étude qui a combiné, donc, qui a étudié la combinaison, c'est l'étude Optima, qui a étudié donc l'association du macitentan au tadalafil, étude prospective, phase 4, donc qui a montré également le bénéfice de l'association d'un inhibiteur de l'endothéline avec un inhibiteur de la phosphodiesterase, le bénéfice il est important sur la classe, vous voyez sur la classe NYHA, et c'est important, tout comme les modifications hémodynamiques et des paramètres biologiques avec un profil de risque qui était important. Alors, je rappelle juste que ce sont les molécules qui sont disponibles au Maroc. Alors, quand on prend sur cette revue dans un éditorial, la place de la combinaison, faut-il combiner tôt? Vous voyez sur ces cohortes de grands centres de référence, le centre français, d'autres centres allemands, c'est des grands centres de référence. Alors, vous voyez le pourcentage de patients qui atteignent le facteur de low risk à la première évaluation. Alors, il ne dépasse pas le 41% sur le centre français, il ne dépasse pas les 28%, les 24%, les 28%. Ça veut dire que dans les premières évaluations, les patients atteignent rarement les facteurs de low risk. Ça veut dire que le contrôle de la maladie est difficile à obtenir et on peut perdre du temps si on ne combine pas les traitements dans la maladie. Et un patient peut être en classe 1 et 2, être faussement rassurante puisque la maladie, elle est là. Alors, sur la question de l'éditorial, faut-il combiner, doit-elle devenir un standard? La question de l'auteur professeur Humbert était oui, qu'il fallait combiner très tôt. Alors, normalement, plusieurs études ont montré l'intérêt d'une combinaison initiale. Alors là, c'est une étude du centre donc, de Bicêtre sur l'association, la combinaison, la triple combinaison avec la voie 1 et IV. C'est des patients qui étaient graves. Alors, la triple combinaison, elle entraîne une amélioration importante. Vous voyez au niveau des classes NYHA, le groupe de patients qui étaient en classe 1, 2, 5%, puis après, ils sont à 80. Vous voyez le test de marche qui s'améliore, la pression de l'oreillette, l'index cardiaque qui augmente et puis les PVR qui diminuent. Donc, il y avait un bénéfice important chez les patients graves qui recevaient la triple association avec la voie intraveineuse. Plusieurs études ont montré le bénéfice d'une combinaison initiale. Le bénéfice pouvait se voir aussi bien sur la survie que sur le remodelage au niveau du ventricule droit et c'est important tout comme la réduction du risque. Et normalement, c'est une recommandation qui était initiée sur les textes combinés très tôt. Alors, il y avait une étude qui a associé la combinaison de 3 molécules par voie orale. C'est l'étude Triton qui a essayé d'étudier l'association de macitentan, tadalafil et selexipag versus une double combinaison, le macitentan et le tadalafil. Alors, pour les HTAP donc jamais traités, l'objectif de l'étude à 26 semaines était neutre. Il n'y avait pas de bénéfice supérieur dans le groupe combi bithérapie que le combi trithérapie. Alors qu'il y avait, par contre, dans l'analyse post-hoc, il y avait une réduction de la progression dans la triple association. Le bénéfice à long terme serait supérieur en ciblant les 3 voies. Va-t-on avoir un Triton 2? On verra par la suite. Alors ça, c'était la recommandation en 2018. Alors on recommande, dès qu'il y a la combinaison initiale et la place de la monothérapie très réduite, la combinaison par voie orale ou alors par voie intraveineuse quand il y avait un risque élevé. Alors sur les actuelles recommandations, tout à l'heure ça a été présenté, nous avons eu la réactualisation. Le risque, l'évaluation de la sévérité est importante au début, puis après la combinaison et la réévaluation. Dans le texte, la combinaison initiale, elle est importante à réaliser chez les patients qui avaient le risque élevé avec l'inclusion de la voie intraveineuse. On peut toujours associer le selexipag en cas de réponse incomplète. Maintenant, concernant la recommandation pour la combinaison initiale, elle est de classe 1. Quand on va le grading de recommandation, elle est en classe 1, mais le niveau de preuve, il est faible, mais elle est en recommandation de classe 1. On recommande d'associer de combinaison initiale en cas de facteur de low risk ou de risque intermédiaire.
Maintenant, ce sont les combinaisons qui figurent sur les recommandations. Vous voyez, en classe 1, on a 2, l'embrisontan tadalafil, le macitentan et tadalafil. L'initiale combinaison doit être considérée normalement avec d'autres inhibiteurs aussi. On ne recommande pas une combinaison initiale trithérapie par voie orale, classe 3. Alors, qu'en est-il du Maroc? Alors, je vous voyez sur nous avons comme arsenal thérapeutique dans l'HTAP les inhibiteurs calciques pour les répondeurs au testo-ENO, le macitentan inhibiteur de l'endothéline, le sildenafil, tadalafil, nous avons le selexipag. Comment on est structuré? C'est une maladie ALD depuis 2018. Le bilan de l'hypertension pulmonaire est réalisé conformément aux guidelines. Et nous avons déjà transmis au service les nouvelles recommandations pour le risk assessment, notamment sur les paramètres à rajouter sur les coqueurs, sur le risk assessment, notamment le SV, le stress volume index qui était ajouté. Donc, on collabore avec la cardiologie et le KT est indispensable au traitement. Le projet établissement, il s'articule avec la mise à disposition du traitement. Nous avons 3 classes. Et pour les patients qui ont une couverture, ils ont rempli un dossier. Donc, on a le remboursement. C'est une maladie, le remboursement. Donc, la formation médicale continue, un dispositif de prise en charge à l'hôpital. Nous avons toutefois des difficultés. C'est des patients qui ont un retard diagnostique, des patients référés souvent classe 3-4. La prostacycline n'existe pas. Vous voyez les patients sévères, donc on n'a pas de voie IV. L'accès restreint au caté droit. Nous avons encore un accès restreint au caté droit, bien que nous ayons plusieurs salles de caté. Sur l'établissement où je suis, le CHU de Rabat, on n'a pas moins de 5 salles de caté. Et on a une seule qui est fonctionnelle, avec la collègue professeur Fletz pour les raisons du caté droit. Non pas parce que c'est un examen, mais c'est un examen que tous les services de cardiologie ne font pas. Il y a un intérêt à créer un centre de référence, un réseau de praticiens et un plan maladie rare. Je vous présente le cas d'une patiente qui est diagnostiquée en 2018, 21 ans. Il présente une dyspnée, donc il est symptomatique. À l'écho-cœur, on a un problème d'hypertension pulmonaire. Le bilan réalisé a éliminé l'hypertension post-embolique. Vous voyez au KT, il a une pression pulmonaire à 94, il a le RVP à 67, la POD elle est à 13. Le testo-ENO est négatif, on a injecté, il n'y a pas d'anomalie. On a encore au Maroc une fréquence élevée de cardiopathie congénitale non réparée dans l'enfance. Et vous voyez au scanner, il y a la dilatation de l'artère pulmonaire, la dilatation de l'OD. Et puis c'est une hypertension idiopathique non répondeur. La sévérité, quel traitement proposé? On l'a évalué conformément au texte en vigueur. La patiente remplit les critères que vous voyez. Le test marche, la classe en rouge, le BNP, pro-BNP élevé. Il a des tests, il a des facteurs de sévérité hémodynamique. Conformément aux guidelines, elle est en risque élevé. Cette deuxième patiente de 27 ans, elle faisait des syncopes, dyspnéique, hypertension élevée. On fait le KT, la PAPM est à 85, la capillarité à 10, non répondeur, angiographie sans anomalie. C'est une hypertension idiopathique non répondeur. Sur la sévérité, c'est également, elle a les critères de sévérité, un risque élevé. Alors, je vous présente un troisième cas. C'est une jeune de 22 ans diagnostiquée au mois de février, je crois, février 2022, pardon. C'est une jeune qui faisait une dyspnée d'aggravation progressive. Et fait important, nous regardons au scanner, toujours regarder la teinte interstitielle, les micronodules, nodules centrolobulaires, et toujours chercher un versant de maladie véno-occlusive qui peut se révéler. Chez notre patiente, on a des micronodules centrolobulaires, c'était une maladie véno-occlusive. Et regardez, un élément d'orientation, les volumes et débits sont préservés, la DLCO est très très basse. On a fait le KT chez elle, et c'est une hypertension pulmonaire véno-occlusive. L'étude génétique aurait été souhaitable, elle n'est pas disponible. Alors, je précise que c'est l'équipe de Bicêtre, je crois, qui avait travaillé sur les mutations de la maladie véno-occlusive sur des populations de patients provenant du Maghreb. Alors, pour la combinaison thérapeutique, pour cette patiente, elle avait quand même des paramètres de facteurs de low risk, BNP à 33, péricarde sec, et les critères hémodynamiques étaient en faible risque. Par contre, elle avait un test de marche à 405 qu'il a classé en intermédiaire. Le NYHA était à 3, quelques syncopes. On avait quand même des critères de low risk, des critères sur les recommandations de 2018. Il y avait pour la maladie véno-occlusive l'indication d'une monothérapie
avec les autres indications que vous voyez. Donc la patiente a reçu une maladie, une monothérapie. Maintenant, les entités qu'on a traitées, le premier cas, c'est une double combinaison initiale. La deuxième patiente, une triple combinaison. Elle avait reçu à un moment le sildenafil, la deuxième patiente. La dernière patiente a reçu une monothérapie, mais par la suite, on a mis une combinaison. Quand on compare les trois sur le contrôle, il faut savoir qu'il faut réévaluer les patients dans l'évolution des maladies. De risk assessment, on le réévalue, mais il n'y a pas de désescalade thérapeutique. L'objectif thérapeutique, c'est d'obtenir le haut risque et d'y le maintenir. Alors, la première patiente, à 1 année, on a refait le KT, les paramètres hémodynamiques étaient bien. Elle totalise à 34 mois, elle a 3 critères de facteurs de low risk. Et l'objectif, il était atteint et maintenu. Il est sous B-thérapie actuellement. La deuxième patiente, elle est à 4 ans de trithérapie. Elle était à 1 année, elle était à risque élevé. Et à 12 mois, elle était à 4 critères de low risk. On a refait le KT une seule fois, 1 année de l'évaluation. On continue à les suivre sur les critères de low risk, KLAS-YHA, BNP, test de marche. Et sur les nouvelles recommandations actuelles, il y a la table où on rajoute les scores. On peut faire le calcul, mais ils ont 3 facteurs de risque. La troisième patiente qui avait la maladie veno-occlusive, elle s'est aggravée à 6 mois. On l'a hospitalisée au mois de septembre, elle était dyspnéique, test de marche moins de 400, et le BNP était élevé. On a introduit le macitentan. Donc la patiente est actuellement en bithérapie, modalité séquentielle. Alors, modalité séquentielle. Alors, qu'en est-il sur une première série que nous avons réalisée au service à propos de 68 cas? L'article est en cours. On a évalué le risk assessment, on a évalué les caractéristiques et les risk assessments des patients au diagnostic à 1 année. Alors, nos malades sont pour la plupart des jeunes, prépondérance féminine, l'âge moyen, il est à 42 ans, délai moyen de diagnostic 24 mois, on a des variantes de 3 mois pour une HTAP forme familiale héritable, une jeune, et on a jusqu'à 10 ans pour une HTAP et cardiopathie congénitale non réparée. Au diagnostic, 80% sont en classe 3 et 4, à risque élevé, et la combinaison thérapeutique a été administrée chez 48 malades, combinaison initiale, triple chez 2 malades et les autres 46%. À 1 année, on a eu 13 décès et on a eu moins de 40% qui ont atteint les facteurs de low risk. On a eu quand même quelques patients qui ont atteint moins de 40% en 3 à 4 facteurs de risque et on a un groupe de patients qui ont eu 2 facteurs de risque et on leur a maintenu le traitement. Et en conclusion, l'importance de la thérapie combinée dès le diagnostic dans l'HTAP n'est plus à démontrer. Il y a une stratification à faire actuellement avec les comorbidités et la combinaison initiale, combinaison par la suite séquentielle, on peut ajouter, on peut switcher pour une autre classe thérapeutique. C'est ce que recommande le texte en cas de réponse incomplète, en cas d'effet secondaire, en cas de non-disponibilité d'une classe thérapeutique. Il y a de très rares cas à la monothérapie. Et puis, l'intérêt de réévaluer la sévérité, le pronostic et la survie sont améliorés. Les études l'ont déjà démontré. Je vous remercie. Merci, Madame Marc. Exposé très clair, pratique, et en particulier, vous avez insisté sur un fait capital, c'est la multiplicité des centres d'exploration hémodynamique. C'est le gros problème chez nous. Oui. On suspecte sclérodermie, par exemple, je recherche, même s'ils sont asymptomatiques, une hypertension artérielle pulmonaire. Le gros problème, c'est le cathétérisme. Faut-il le faire ou pas, etc., etc. Bien, on passe la parole à la salle. Vous n'aviez pas parlé, excusez-moi, d'une 4e voie de recherche, une cible des molécules qui agissent sur les facteurs de croissance, etc., et qui semble une cible intéressante. Alors, il y a de nouvelles voies. Je préférais céder la parole à professeur Montagny, qui vient du service de référence et qui élabore la plupart ils ont des protocoles en cours. C'est ça. Oui, alors, merci. Pour les traitements, pour l'instant, on a tout ce qui est dans la boîte. Ça traite la dysfonction endothéliale et les 3 voies que vous avez vues là. Alors, il y a des nouveaux traitements, effectivement, qui sont en cours d'évaluation. Il y a un traitement, notamment le sotatercept, qui est un traitement qui se fait en voie sous-cutanée 1 fois toutes les 3 semaines, un peu comme les traitements de l'asthme.
On a des malades maintenant qui sont sous ce traitement dans le protocole depuis 4 ans, qui font les injections à la maison. Là, le but, c'est de corriger la prolifération. On cible directement la prolifération et un peu indirectement la voie BMPR2, qui est le gène principalement responsable de l'hypertension pulmonaire. Ça peut peut-être changer les choses, ce traitement, dans l'avenir. Pour l'instant, l'AS7 phase 3, je ne peux pas en parler, mais je pense que ça va être positif. Le premier étude de phase 2 est publié dans le New England l'année dernière. Et puis, on essaye toujours les inhibiteurs de tyrosine kinase, puisqu'il y avait l'idée de l'imatinib, il y avait des améliorations hémodynamiques, mais le rapport du rapport bénéfice-risque était en défaveur, parce que dans le groupe traité par l'imatinib, le Glivec, le traitement qui est donné dans la leucémie myéloïde chronique, il y avait un surnombre d'hématomes sous-duraux, donc on essaie d'utiliser ces mêmes molécules par voie inhalée en se disant que ça améliorera la sécurité de l'utilisation de ces médicaments. Je pense que ça peut peut-être apporter un peu quelque chose, mais ce n'est pas vraiment out of the box. Je pense que le traitement qui risque de vraiment modifier les choses dans les années à venir, c'est le sotatercept, donc ce traitement antiproliférant par voie sous-cutanée. Merci. Parole à la salle. Alors pour l'instant, tous les médicaments qu'on teste, c'est une des difficultés de trouver des nouveaux médicaments, à mon avis, c'est qu'on considère qu'on a des stratégies et des traitements efficaces. Donc on considère que pour démontrer une efficacité, il faut être en add-on des autres traitements. Donc ça veut dire que c'est des malades qui sont en quadrithérapie au final. Chez nous. Néanmoins, c'est comme ça qu'on le démontrera, mais je pense que son placement, si les données se confirment que c'est efficace, je pense que c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré des données qu'on a actuellement, facile, c'est sous-cutané toutes les 3 semaines. Pour nous, ça pourrait apparaître dans la stratégie thérapeutique avant d'utiliser des prostacyclines par voie intraveineuse avec un cathéter à demeure 24 heures sur 24. Voilà. Mais ça, on ne les a pas les données. Pour l'instant, c'est en add-on de ce qu'on a. Et pour tous les nouveaux traitements, ça arrive en add-on, effectivement. Oui, autre question? Oui, tu veux parler? J'ai une question à professeur Marc. Je suis là. C'est la gestion de vos patients durant la période du Covid, en ce qui concerne la thérapeutique, l'arrêt des traitements et le suivi. Et la deuxième partie, qu'est-ce que vous proposez comme contraception à ces jeunes dames? Excellente question. Je vais commencer par la dernière. La grossesse est contre-indiquée et il y a une interaction des vasodilatateurs avec la contraception orale. Tout d'abord, double contraception. On a eu un cas dramatique chez une patiente qui a une grossesse accidentelle qu'on a réussi à gérer. Donc, ils doivent arrêter 2 classes thérapeutiques. Il n'y a qu'une seule qui peut être reçue, c'est l'inhibiteur de la phosphodiesterase. L'inhibiteur de l'endothéline est contre-indiqué, tératogène. D'autres classes aussi. Et puis, la maladie s'aggrave, la mortalité néonatale. Donc, mais pour notre patiente, elle était en low risque sur la grossesse. Il est maintenu sous monothérapie. L'accouchement a eu lieu à 34 semaines. Il se porte bien à 1 année. On est passé d'un BNP à 400, de 0 mètres. Et la dernière consultation, au mois d'octobre, elle fait 470 mètres, BNP à 15, classe NYHA2. On a repris l'association de combinaisons thérapeutiques qu'elle a reçue. Dès qu'elle a accouché, on a introduit 1 par 1. On n'a pas tout introduit du même coup, 1 par 1. Alors, pour la seconde, ça c'est pour la grossesse et la contraception. Et il y a toute une partie sur Nouvelles Guidelines qui se destine à la femme, la femme enceinte, l'allaitement, le conseil. On a toute nos patientes, ils ont des 22 ans, 23 ans. Il y a des patientes qui n'ont jamais d'enfants. La question sur une grossesse désirée pour accompagner, on leur explique que la gravité de la maladie, la grossesse aggrave ces malades et on est désarmé, on n'a pas de voie intra-IV. Sur une session à l'ERS, il y avait 3 équipes, l'équipe de France, d'Allemagne et d'Angleterre. J'avais vu sur une session, l'équipe en France font l'IV en dernier, puis l'équipe d'Allemagne prépare la greffe, prépare la transplantation chez la femme enceinte. La gestion dans des grands centres, mais dans l'immédiat, nous contre-indiquons la grossesse et il faut tenir compte des interactions des médicaments, notamment la contraception orale, il faut une double contraception. Pour la question sur le Covid, vous permettez, si vous pouvez répéter s'il vous plaît? La gestion de vos patients durant la période du Covid. Alors, pendant le Covid, on a suivi des patients d'abord, on a testé en ligne, on les a convoqués pour faire le BNP au laboratoire le plus proche, on a envoyé des ordonnances WhatsApp.
On a convoqué les patientes pour le traitement 15 jours avant la fermeture parce qu'on avait des villes qui étaient interrompues. Et on a convoqué les malades pour une dotation avant la fermeture. On a suivi en ligne classe NYHA, le BNP. Dès qu'on a eu la levée, on les a reconvoqués pour les tests marche. On le faisait un masque élevé. On était, à Moulay Youssef sur un espace... je ne sais pas si je peux revenir à la présentation. On était sur un espace. Vous pouvez revenir à la présentation? Excusez-moi. Là, c'est Moulay Youssef, c'est l'ancien hôpital. Je voulais vous montrer qu'on a quitté cet établissement. On faisait le test marche sur un espace libre pour qu'ils puissent enlever le masque. Là, on a quitté cet établissement. Pour les anciens qui reconnaissent Moulay Youssef, on a quitté. Maintenant, on est sur un nouvel établissement transitoire à Salé en attendant de regagner la tour au 15e étage. Donc, on faisait les tests marche en plein air. Puis après, on les a reconvoqués dès qu'on a réouvert. Et l'évaluation... On a tardé sur les évaluations échographiques puisque la cardiologie priorisait les urgences cardiaques liées au Covid. Donc, ces malades étaient retardés et on a insisté pour les nouveaux malades diagnostiqués pour qu'ils fassent le CAT. Passé 4 mois environ, on ne plaçait pas nos malades en CAT puisqu'il y avait une réorientation des services de cardiologie vers les urgences, le Covid et les vaccinations. Une dernière question pour rester dans les temps. Il n'y en a pas, je crois. Bon, merci beaucoup. Merci, madame. Merci à vous. Oui. Il y a une question au fond. Allez-y. Oui, allez-y. Bonjour. 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 Alors, merci, professeur, pour votre présentation. Ma question, c'est sur le tréprostinil. Je reviens sur l'HTP-PID. Oui. Alors, surtout sur sa forme inhalée. Alors, les modalités d'utilisation, la fréquence, est-ce qu'il est déjà disponible au Maroc? On l'utilise en combinaison avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase au sol. Et est-ce que son utilisation a montré des bénéfices chez ces malades? Et je vous remercie. Alors, je n'ai plus la présentation. Alors, le bénéfice tréprostinil a été montré sur la série, sur la base du test marche, sur les pathologies interstitielles diffuses avec hypertension pulmonaire en voie inhalée. Alors, il n'est pas disponible au Maroc. Moi, je vous ai dit que nous essayons d'avoir d'abord la prostacycline par voie IV. Dès qu'on s'organise pour le recrutement des hypertensions pulmonaires, on ne peut pas ne pas répondre à la demande des hypertensions pulmonaires à risque élevé. Vous avez dans la série que j'ai affichée, 70% ont reçu des bithérapies. Mais vous voyez que c'est des bithérapies qui ont été administrées à des malades qui étaient en risque élevé. On a eu des patientes qui ont bien répondu, même sous bithérapie à risque élevé, mais il y a eu plusieurs qui sont décédés puisque le risque était élevé et le traitement était normalement pas insuffisant à leur palier de sévérité. Et j'espère que nous aurons ça donc, sur nos structures. Avec le nouvel hôpital, c'est prévu qu'il y ait normalement pour avoir la voie. Madame Alami, alors ce sera la dernière oui, question. D'accord, bien sûr. S'il vous plaît, les malades, justement, pour revenir au Covid, les malades qui font des fibroses post-Covid, qui font bien sûr des PAP, est-ce qu'on les considère comment et leur traitement? Alors, pour les hypertensions pulmonaires secondaires, au Covid, on a eu des cas où il y avait des embolies associées, des atteintes cardiaques, mais on a eu beaucoup de cas post-hypoxiques. Alors, ce groupe-là va regagner le groupe 3 des hypoxiques, mais il faut juste vérifier parce qu'on a eu des surprises de patients qui avaient des atteintes cardiaques et vasculaires. Alors, si c'est des post-emboliques, c'est important d'envisager le traitement instrumental puisqu'il est recommandé. Maintenant, pour des patients qui ont les pneumopathies infiltrantes fibrosantes post-Covid sévères, l'option qui se profile sur ce qu'on a montré, sildenafil, s'il est sévère, PVR plus que 5, les présenter d'abord qu'ils soient cathétérisés. Si le RVP supérieur à 5, les inclure sur au moins une monothérapie, le sildenafil, tel qu'il est préconisé dans les guidelines. Mais le Covid, ça a donné beaucoup de lésions vasculaires, plutôt post-emboliques.